Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons débuter notre conseil de quartier Pasteur Montparnasse. Je salue l'ensemble des membres du conseil de quartier ainsi que le public nombreux. Je vois que notre tractage et l'information de l'ordre du jour a fait venir beaucoup de personnes. Dans un premier temps, je veux rappeler comme toujours que notre séance est enregistrée, filmée, et qu'elle sera en ligne sur le site de la mairie sous 24-48 heures. Juste avant de passer vraiment à l'ordre du jour, je souhaite vous passer juste l'annonce suivante de notre fête du conseil de quartier qui aura lieu le mercredi 25 juin, donc notez cela sur vos agendas, le mercredi 25 juin entre 15h et 18h sur boulevard Pasteur au niveau du métro sortie ligne 6. Concernant donc notre ordre du jour, j'ai envie de dire ce soir enfin, puisque si vous êtes assidus à nos séances, vous savez que par deux fois nous avions mis à l'ordre du jour des travaux sur la tour Montparnasse et que pour des raisons d'agenda et que surtout que nous voulions vous présenter un sujet très très complet, il a été décalé avec ce soir donc un ordre du jour unique sur le sujet de la deuxième plus haute dame de Paris, qui va avoir 52 ans le 18 juin. Vous le savez tous, puisque vous avez lu l'ordre du jour. Nous allons parler de la tour Montparnasse, et plus précisément de sa rénovation, qui va être totale, complète. Je remercie donc Monsieur Frédéric Lemot, qui est le président de la structure FLPI, RUM, président du conseil syndical, qui va ce soir nous présenter la totalité du sujet rénovation de la tour Montparnasse, qui va débuter, si j'ai bien compris, d'ici la fin de l'année, pratiquement, sur plusieurs mois. Et donc, juste avant de lui donner la parole, je suppose que, monsieur le maire, que vous souhaitez dire quelques mots en introduction sur le sujet ? Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un moment important que nous vivons ce soir, puisque c'est la présentation, pour la première fois publiquement, de la rénovation, restructuration de la tour Montparnasse. Alors, je remercie tout particulièrement Frédéric Lemos, qui est l'opérateur de l'ensemble du secteur, d'ailleurs, parce que vous êtes trop modeste, c'est la tour et puis tout ce qui est autour également. Nous travaillons avec lui, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, d'arrache-pied, puisque si je me souviens bien, c'est à peu près vers les années 2018 qu'on a commencé à envisager la reconstruction de la tour, et puis de tout ce qu'il y a sur ou sous la dalle alentour, de façon à rénover complètement ce secteur qui a beaucoup vieilli depuis sa réalisation à l'époque de l'urbanisme moderne et de l'urbanisme sur dalle. C'était ça le sujet. Donc aujourd'hui, il y a le lancement j'allais dire officiel, ce soir, dans ce conseil de quartier, de l'opération de rénovation, restructuration de l'ensemble du secteur, en commençant par la tour Montparnasse. Je pense qu'on pourra dire aussi un mot de tout ce qui est alentour, pour que vous ayez quand même des informations, même si tout n'est pas encore décidé, loin s'en faut, parce que c'est une opération énorme de réaménagement urbain sur 9 hectares quand même, entre la rue de Rennes et l'avenue du Maine, entre le boulevard Edgar Quinet et le boulevard de Vaugirard, avec une transformation très profonde. Enfin, c'est ce que nous souhaitons les uns et les autres. Et je remercie les opérateurs privés. Ce sont des opérateurs privés. Il n'y a pratiquement pas un euro d'argent public, d'ailleurs, et encore moins municipal. Donc, tout repose sur les larges épaules, quand même, des opérateurs sur le plan financier. Donc, c'est quand même une énorme opération. C'est une des plus grosses opérations de rénovation parisienne d'un quartier en plein centre de la capitale, d'un cœur de ville tel que Montparnasse, qui charrie des millions de personnes. Vous savez, on avait ce matin une réunion à 8h ce matin avec Jean-Philippe Pierre, sur les travaux dans le secteur, avec aussi une partie de la population. Peut-être certains d'entre vous y étaient. C'était un café travaux. Et on a rappelé que quand même, bon an, mal an, c'est 80 millions de voyageurs qui transitent par la gare Montparnasse. Donc ça fait beaucoup de problématiques sur ce secteur, sans compter évidemment les touristes qui viennent sur Montparnasse et qui sont aussi plusieurs millions par an, secteur très important touristique de Paris, et puis bien sûr vous les habitants. Donc moi je ne vais pas être plus long, je voudrais simplement me réjouir qu'enfin, comme l'a dit Jean-François, les choses puissent s'engager, même si ce sera long. Alors on ne va pas vous promettre de la sueur, du sang et des larmes, hein. On n'est pas
d'Angleterre avec Winston Churchill en 1940, mais c'est vrai que ça va être un effort considérable de travaux, d'aménagement. Donc il est très important non seulement de présenter le projet, mais aussi de bien démontrer que le chantier sera un chantier qui sera il y aura des nuisances, bien sûr, mais le moins possible de nuisances pour les riverains que vous êtes, de façon à ce que tout ceci se passe bien. Et dans un secteur, je parle sous le contrôle de mon adjointe chargée de l'urbanisme, conseiller de Paris, Claire Montonnerre, où il y aura beaucoup de rénovations urbaines dans le secteur que j'ai indiqué, mais aussi alentour. Donc il va y avoir beaucoup de transformations. On y reviendra peut-être à l'issue de la présentation de la rénovation de la tour, s'il nous reste du temps dans ce conseil de quartier. Voilà, merci d'être présents si nombreux, ce qui montre bien l'intérêt que vous avez pour cette immense opération de rénovation urbaine. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous donner la parole pour cette présentation, en vous rappelant qu'à l'issue de cette présentation, il y aura, comme à l'accoutumée, un jeu de questions-réponses, dans un premier temps parmi les membres du conseil de quartier, ensuite avec le micro-baladeur dans la salle. Le public pourra poser ses questions, faire ses commentaires avec des interrogations. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs. Alors, pour donner un cadre à notre présentation, on m'entend bien là, c'est bon ? Bon, pour donner un cadre à notre présentation, nous sommes là ce soir pour parler essentiellement de la tour Montparnasse. Alors, comme l'a demandé monsieur le maire, on peut tout de suite dire un mot pour évacuer le sujet des autres constructions autour. L'ensemble immobilier de Tourmène-Montparnasse était depuis quelques années un bateau un peu ivre où tout le monde votait pour tout le monde. Il y avait 4 syndicats qui, par moment, se faisaient une sorte de guerre larvée qui faisait qu'aucune décision n'était possible. Ces syndicats se sont réorganisés en gagnant chacun en indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour déjà vous donner un peu une image du bâti, nous avons un syndicat qui est la tour, nous avons un syndicat qui est la petite tour, la tour CIT, un autre syndicat qui est le centre commercial et un autre syndicat qui est le parking. Et en fait, ces syndicats, mais je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, sont eux-mêmes réunis en 2 groupements de syndicats qui sont l'URS et l'UGS, Union restreinte des syndicats et Union générale des syndicats, qui sont 2 entités qui servent juste à ce que l'on maintienne en commun un certain nombre d'équipements ou de dépenses, comme la sécurité, un certain nombre de choses comme ça, qui n'ont pas de vraies bonnes raisons d'être reproduites dans chacun des syndicats. Donc, pour faire simple, les 4 gros syndicats sont la tour CIT, le centre commercial et le parking. Donc aujourd'hui, nous sommes essentiellement là pour parler de la tour. Pour autant, la tour CIT a eu son permis de construire qu'elle doit mettre en œuvre et qui, pour toujours vous donner une image un peu aérienne de tout ça, est un permis de construire qui porte sur les étages de bureaux, c'est-à-dire à partir du 2e étage. C'est-à-dire que le pied du CIT sera plutôt intégré dans le permis qui traitera du centre commercial. Donc, assez simplement, cette tour qui était encore plus compliquée à gérer à l'époque que la tour Montparnasse, puisqu'il n'y avait pas 60 mais 134 copropriétaires, dont la moitié qui avaient des bureaux de 15 mètres carrés sans fenêtre à l'intérieur de l'immeuble. Donc des vraies divergences d'intérêts assez naturelles entre ceux qui avaient des bureaux chers et ceux qui avaient des bureaux pas chers, hein, pour le résumer comme ça. Donc cet immeuble a, un peu sur les mêmes principes que la tour Montparnasse, trouvé un gros copropriétaire qui en a acheté une majeure partie, notamment par le poids du CEA qui est en dessous, qui est le plus gros volume de cette copropriété. Et pour les infos que j'ai, et je crois qu'elles sont assez bonnes, là aussi, il devrait y avoir un démarrage de travaux en 2026, qui seront des travaux évidemment moins visibles que ceux de la tour Montparnasse, portant sur une restructuration beaucoup plus habituelle, comme on peut en voir dans des immeubles de 10 000 mètres carrés dans Paris. Le centre commercial, lui, est probablement la partie la plus compliquée techniquement, non pas d'ailleurs par les techniques de construction,
parce que c'est vraiment une espèce de matrice toute simple de poteaux et de poutres à l'intérieur de laquelle on peut se frayer un chemin, tailler tout ce que l'on a envie de tailler, notamment pour les besoins de perméabilité qui nous sont demandés par la ville. Mais sujet plus compliqué parce que, comme je vous le disais avant, le centre commercial est au-dessus du parking. Donc un nouveau poteau, une nouvelle gaine, je ne sais quoi, dans le centre commercial, c'est autant de places de parking qui sautent en dessous. Donc rappelons-nous que la vraie grosse difficulté de ce projet, qui ont fait aussi probablement la beauté, sans faire d'angélisme, c'est qu'on est en copropriété. C'est-à-dire que d'habitude, on a un investisseur qui possède un immeuble. Quand l'investisseur décide de démolir, construire, agrandir, virer, pardon pour l'excès de langage, mais sortir les locataires pour faire un projet de restructuration, ainsi de suite, il décide tout seul. Et toujours sans faire de politique, décider seul, ça a bien des avantages. Mais en l'occurrence, décider à plusieurs en copro, c'est souvent plus difficile, mais c'est aussi plutôt vertueux, puisque, je reviendrai évidemment sur le sujet de la tour Montparnasse, mais lorsque je suis arrivé dans ce dossier, il n'y avait pas une seule décision à l'article 24 qui se prenait. Donc pour ceux qui s'y connaissent beaucoup en copropriété, l'article 24, c'est la majorité la plus simple, hein, c'est la majorité des présents et représentés. Et aujourd'hui, l'ensemble des décisions se prennent à 99,6% sans qu'on ait besoin de forcer, parce que tout le monde a envie de la même chose et on a réussi à aligner tout le monde. Donc je reviens au centre commercial. On a des intérêts qui sont assez différents et on a des impacts sur le quartier qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus visibles. Le centre commercial, le principal objectif des travaux, après les objectifs techniques et réglementaires que sont notamment le désamiantage, c'est vraiment de le rendre plus accessible, plus perméable. On aimerait bien, enfin, on a tous envie de revoir une traversée depuis Edgar Quinet. On a tous envie d'arriver de la rue de Rennes et de pouvoir cheminer au milieu d'un espace sympa plutôt que d'avoir à éviter cette construction un peu monolithique sur les côtés. Mais tout ça, ça engendre encore plus d'interlocuteurs. Et quand je vous parle de plus d'interlocuteurs, je ne vous parle pas que de copropriétaires, je vous parle de la ville, je vous parle de certains services para-étatiques comme la RATP ou d'autres. Il y a des sujets de voirie, il y a des sujets de PLU avec les obligations ou pas de faire aussi du logement, de faire des établissements à vocation publique, ainsi de suite. Donc le centre commercial, bizarrement plus que la tour qui est pourtant beaucoup plus grande. La tour, c'est 100 000 m² avant travaux, 110 000 m² après travaux. Le centre commercial, c'est même pas la moitié, même sensiblement moins de la moitié. Et pourtant, c'est vraiment une encyclopédie, un repère de toutes les difficultés que l'on peut trouver dans un projet de restructuration technique, administrative, juridique, d'allotissement, de discussion avec l'ensemble des services publics ou parapublics. Et je vous ai dit tout ça pour vous résumer le fait qu'on en est au 3e projet sur le centre commercial. Des projets qui, tous, à part le 2e, ont été plutôt adoubés par les puissances politiques, par le public, par les riverains qui ont été amenés à se prononcer dessus. Et pourtant, au moment de le réaliser, de le faire, il y a toujours un nouveau problème qui surgit. Un lopin de terre qu'il faut acheter à la ville pour construire dessus, mais pour acheter un bout de terre à la ville, il faut qu'il y ait un intérêt public, ainsi de suite. Et donc, tout un tas de difficultés qui font que, pardon de le dire comme ça, mais il y a quelques mois encore, ce projet était mort et enterré. Et pourtant, le dernier projet qui a été fait sur le centre commercial est quand même un projet qui a été dessiné par Renzo Piano. Donc ce serait juste fantastique d'avoir un autre projet de Renzo Piano qui est vraiment motivé par ce sujet. Mais il faisait les choses bien et il rebattait quand même plutôt bien les cartes en démolissant en cœur d'îlot et en rajoutant les mètres carrés perdus autour. Mais ça pose un certain nombre de nouveaux sujets en permanence pour lesquels
on a eu une réunion avec la direction de l'urbanisme pas plus tard qu'hier soir. Donc, pour résumer mon propos, qui, désolé, a peut-être été un peu long et technique, les 2 premiers immeubles ou syndicats qui vont démarrer sont la tour Montparnasse et la tour CIT. Et compte tenu notamment de la durée du chantier de la tour Montparnasse, qui est de l'ordre de 4 ans, nous espérons être capables, alors entre-temps il y a les élections, entre-temps il y a tout un tas de choses, il y a le PLU bioclimatique qui vient de rentrer en vigueur, ainsi de suite. Donc j'espère très sincèrement, et Monsieur le maire a vu le projet de Renzo Piano, on est d'ailleurs allés ensemble chez Renzo Piano, et je crois qu'il ne démérite pas dans ce qu'il a dessiné. Mais le mieux que je puisse vous promettre, c'est qu'on essaye de raccrocher les wagonnets administratifs du centre commercial sur la durée du projet de la tour. J'en viens donc à la tour Montparnasse, qui, ceci dit en passant, pour moi n'est pas un projet comme les autres. Ma société possède un peu plus de 4,5 milliards d'euros d'actifs immobiliers en Europe et plus d'un tiers en France. Je l'ai créé avec des associés en 2005. On va fêter nos 20 ans le 1er juin prochain. Et ce projet de la tour Montparnasse, il a vraiment quelque chose de particulier parce que, évidemment, c'est un projet technique, c'est un projet avec de très gros engagements financiers, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est un projet dont la genèse, pour moi, a été bien particulière à un moment de ma vie qui était plutôt triste, puisque c'était juste après la perte d'un de mes enfants, que vous avez d'ailleurs souvent vu sur la façade de la tour Montparnasse, puisque c'est lui qui a incarné la campagne contre le cancer de l'enfant qu'on a affiché avec Gustave Roussy à plusieurs reprises sur la façade de la tour. Donc ce projet, je le dis à ceux qui envisagent de le critiquer à l'occasion de cette sympathique soirée, je l'ai vraiment dans les tripes et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on le réalise. Ce soir, on va vous parler donc un peu de la genèse du projet, de l'organisation interne entre les copropriétaires. On va vous donner un certain nombre d'informations qui, normalement, n'ont jamais été rendues publiques. On va vous parler des nouveaux usages qu'on va rentrer dans la tour. Et on va aussi vous parler un petit peu du calendrier du chantier. Et on va même vous montrer une image que moi-même j'ai découverte à l'occasion de la préparation de ce conseil de quartier, qui correspond aux installations de chantier telles qu'on les envisage aujourd'hui. Avant de nous lancer dans tout ça, et pardon, je n'ai pas présenté Clément Thierry, qui est le responsable du projet chez notre maître d'ouvrage délégué, qui est un promoteur qui s'appelle la Cefrissime, qui est d'ailleurs installé dans le 15e arrondissement. Donc Clément va animer avec moi cette présentation. Mais avant cela, peut-être pour réduire à terme le nombre de questions ou pour ne pas passer à côté de sujets qui seraient importants, est-ce que je peux déjà poser une question dans la salle qui est: est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez voir abordés et auxquels vous tenez, en plus des quatre grands axes que je viens de vous énoncer? Alors peut-être très rapidement, quelques questions, et puis après on fera vraiment la présentation. Ou surtout, et après, nous dire s'il y a des sujets. S'il y a 2-3 petits sujets de personnes, s'il y a le micro-baladeur dans la salle, mais vraiment très courte. Oui, bonsoir. Écoutez, vous avez parlé du parking, de la tour, du CIT, etc. Il y a la piscine en dessous, qui est quand même utilisée par un grand nombre de nageurs, et j'aurais bien voulu savoir si elle est concernée par le projet, si elle restera ouverte, fermée, enfin bon, voilà. Alors, pour la partie privée, donc vraiment de l'EITMM, l'ensemble immobilier Tourmel-Montparnasse, je peux vous répondre. Après, pour ce qui est de l'équipement public, je laisserai ces messieurs compléter mon propos. La piscine, je n'en ai pas parlé, c'est un espèce de faux syndicat qui est à côté des 4 dont je vous ai parlé. Je dis faux syndicat parce que normalement, pour être un syndicat, il faut être au moins 2. Et là, comme c'est un équipement de la ville de Paris, c'est un volume plutôt qu'un syndicat. La piscine en elle-même, je n'ai pas connaissance de travaux qui seraient faits dans la piscine. Par contre, la desserte de la piscine et tout l'aménagement qui va être fait du centre commercial vont ensemble. C'est-à-dire que juridiquement, dans les travaux qui vont être faits,
la discussion et l'impact pour la piscine, elle va avec le centre commercial, ni avec la tour Montparnasse, ni avec la tour CIT. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc les éventuels travaux qui seront faits pour l'accessibilité, la desserte, ainsi de suite, de la piscine seront contemporains du projet du centre commercial. Sur la piscine ? Non, bien sûr, les équipements publics seront maintenus, la piscine notamment et la salle d'escrime, sur lesquels j'ai proposé à la ville de programmer des travaux également, parce que l'état de la salle d'escrime notamment n'est pas satisfaisant, les vestiaires particulièrement, les douches, il n'y a pas d'eau chaude, enfin bref, il y a beaucoup de sujets quand même, de problématiques sur cet équipement. Quant à la piscine également, je crois qu'il y a quelques travaux qui sont prévus également sur la piscine Massard. Si on peut avoir le micro sur le devant. Du devenir du bâtiment de la CNP juste en dessus de la gare. Alors là, je peux vous répondre tout de suite. Rien à voir avec nous. Ce bâtiment appartient à Altarea Cogedim et donc je n'ai pas d'infos à vous donner sur celui-là. Enfin, moi pas. Je peux juste simplement ajouter qu'il y a effectivement un projet de rénovation totale de ce bâtiment qui ressemble à un IGH couché, parce qu'il doit avoir à peu près 160 mètres de long sur 16 étages. Et donc, c'est un très beau projet qui est porté par l'équipe qui a réalisé la Highline à New York. C'est une équipe d'architectes très talentueuse qui vient travailler en France pour la première fois. Oui, le permis est délivré. Il y a eu une consultation du public d'ailleurs. Et donc, voilà, le chantier va se poursuivre. On sera en mesure, dans un prochain conseil de quartier, de vous donner un calendrier plus précis si vous le souhaitez. Mais je pense qu'il y a déjà eu une présentation, non ? Et les travaux ont commencé d'ailleurs. Oui, on a fait une présentation il y a 1 an parmi vous. Et comme chacun sait, les travaux ont commencé, puisque... On a même eu des plaintes de certains riverains sur des nuisances la nuit. Donc on sait que les travaux ont commencé par. Bien. Qui concerne la tour, naturellement. Oui, bonjour. Allez-vous évoquer le dernier étage de la tour, le restaurant, voilà, toute cette partie-là. Alors ça c'est un sujet qu'on compte aborder, puisque c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va vous parler des nouveaux usages qu'on introduit dans la tour, et on va vous expliquer un petit peu comment elle fonctionnera verticalement. Oui, on est très content de voir cette rénovation de tour, mais en tant que conseil de quartier, et avec tous les problèmes que nous avons dans le quartier, avec la gare Montparnasse, les 90 millions de visiteurs, tous les problèmes de circulation, de blocage, on a peur, parce que vous voyez que certaines rues vont être encore pacifiées, la rue du Docteur Roux, la rue du Commandant Mouchotte. Quel va être, en fin de compte, l'impact de ces travaux sur les problèmes de circulation ? Moi, je travaille beaucoup avec le SAMU. Le SAMU ne peut même plus passer à Montparnasse. C'est une véritable catastrophe. Donc ça fait un chantier supplémentaire. On en a eu plein. Le musée postal, enfin, je ne vais pas vous les... Et à chaque fois, il y a eu des retentissements énormes. Je vous fais confiance, comme on a l'habitude dans ce conseil, où on nous dit toujours on sait faire, on ne fera pas de nuisance. Or, malheureusement, force est de constater, notamment avec le chantier d'Amundi encore récemment, c'est souvent une catastrophe pour les riverains. Et ça devient vraiment pour nous un très très gros problème. On ne peut plus circuler, on ne peut plus accéder dans nos maisons, dans nos parkings. Oui, dernière question. Bonsoir Monsieur Léman, je suis ravie de vous revoir parce qu'on s'était eu au téléphone, si vous vous souvenez, il y a quelques années. Je suis la présidente de l'association des commerçants Village Pasteur Vaugirard et je pense que vous vous souvenez que nous avions participé à Septembre en Nord. Toute notre je me rappelle très bien. Quartier avait effectivement joué le jeu et vous avez aidé avec une gentille somme quand même. Et je remercie M. Goujon et M. Jean-Philippe Pierre d'avoir soutenu ce projet aussi et notre quartier. Je vous remercie, je suis ravie de vous revoir. Bien. Alors, on va commencer. Et évidemment, il est évident que dans notre présentation, nous allons répondre à votre question
et vos inquiétudes. Vous avez d'ailleurs de la chance de pouvoir vous inquiéter, parce que moi qui suis évidemment grand utilisateur du quartier Montparnasse aussi, et qui arrive à vélo, à voiture, tout ce que vous voulez, souvent je découvre des rues fermées ou des nouveaux chantiers, j'ai pas eu le temps de m'inquiéter, c'est fermé. Donc on a déjà un avantage. Bon, la tour, vous la connaissez bien aujourd'hui, je ne vais pas vous la redécrire. Là, vous la voyez dans sa future robe, avec probablement 3 choses que vous pouvez déjà distinguer sur cette image. La première, c'est que ce qui en haut de la tour aujourd'hui est une terrasse, sera en fait un dôme couvert. Alors, pour des raisons évidentes d'utilisation de cet espace par toutes les météos, mais également parce que ce dôme, il va abriter, et c'était une condition du permis, une véritable production agricole sur laquelle, pour des raisons évidentes de confidentialité et de contrat avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons, je ne m'étendrai pas sur ce qui y sera produit, mais j'ai envie de vous dire qu'on va essayer d'être un petit peu plus originaux que les tomates et les pommes. Puisque cet espace doit véritablement accueillir une production agricole, mais comme c'est un lieu unique, et ce sera probablement la serre la plus chère de France, on va essayer d'y faire quelque chose qui est soit un véritable intérêt lié à la taille de la serre, à la façon dont c'est disposé, mais aussi d'y rajouter un intérêt culturel, historique, voire de recherche. Donc voilà, pardon, sur ce qui se passera à l'intérieur, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est un espace qui accueillera à la fois cette production agricole et qui, évidemment, pourra cohabiter avec de l'événementiel, de la visite, ainsi de suite, comme on le connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour ceux qui connaîtraient moins bien la tour, on a le 56e étage, qui est un bout de la visite panoramique, mais probablement pas le plus joli bout. Et côté Tour Eiffel, un restaurant qui est un locataire de l'exploitant de la vue. Le 57e étage, on a du bureau et de la technique. Le 58, ça n'est que de la technique. Et on monte de la terrasse du 58 vers la terrasse du 59, qui est un petit peu plus petite que le plan de l'immeuble. Puisque je vous rappelle que lors de la conception, d'ailleurs, c'était un héliport qui aujourd'hui ne peut plus accueillir un hélicoptère puisqu'il y a tout un tas d'équipements au-dessus, mais on peut encore élitreiller des gens au-dessus. Toujours sur la même image, vous distinguez, pardon, je vais me mettre debout, à peu près à cet endroit-là, là, ici, des fenêtres qui n'ont pas exactement la même modénature que les autres, pour la raison toute simple que c'est un hôtel. Donc il y aura un hôtel dont le lobby sera au 42e étage et les chambres seront 43, 44, 45. Donc 3 étages d'hôtel. Je rappelle, pardon, je vous donne quelques informations comme ça au passage. Un étage de la tour Montparnasse, c'est environ 1650 mètres carrés aujourd'hui et de 1800 à 2200 mètres carrés demain, parce que, j'y viens juste après, il y a 2 natures d'étages. Donc là-haut, on aura un équipement hôtelier dont ma société sera également propriétaire, puisqu'il fait partie de nos étages. Et en fait, pour évacuer tout de suite différents fantasmes dont je peux entendre parler dans mes dîners en ville, ça ne sera pas un hôtel 28 étoiles ouvert que à la clientèle du Golfe, ni même une chapelle pour marier nos amis asiatiques en haut de la tour. Ce sera un hôtel qui devra accueillir à la fois une clientèle touriste, une clientèle business. Et donc là aussi, le projet n'est pas totalement finalisé. Mais ce que l'on souhaite faire, c'est un one-off à Paris, le seul hôtel duquel on pourra avoir une vue pareille, puisque la vue, j'en profite tous les jours et je crois que depuis 8 ans, elle continue à me surprendre tous les jours. Et donc ce sera un hôtel qui évidemment sera probablement pas non plus l'hôtel le moins cher de Paris, mais a priori les autres hôtels loueront des chambres quand celui-là sera complet, parce qu'on veut vraiment faire un produit
sur une grande panoplie d'utilisation et un hôtel avec une âme. Du reste, je crois que c'est un petit peu ce que nous cherchons à faire de toute la tour Montparnasse, puisque au niveau bureau aussi, notre objectif est relativement simple et clair, le meilleur immeuble de bureau en France, de par son accessibilité, ses vues, sa technicité, les hauteurs sous plafond, les usages, les applications, ainsi de suite. Donc l'hôtel répondra, je l'espère, au même principe. En dessous, vous voyez, dans le dernier tiers bas, pas mal de végétation, puisque là, nous aurons un jardin suspendu qui marque la différence entre les étages hauts et les étages bas. Une des principales raisons pour lesquelles ce projet a été retenu à l'époque, où on avait quand même plusieurs architectes qui ont participé au niveau mondial, c'est que ce projet-là, il gardait l'ADN de la tour Montparnasse. C'est-à-dire qu'on voit sur ces images qu'elle est rénovée, mais elle a un peu la même bouille que celle d'avant. Et ça nous intéressait beaucoup, puisqu'on n'avait pas l'intention de faire une énième tour Dubaïote à Paris ou de la changer complètement dans sa forme. Son ADN était important. On discute d'ailleurs, et on a invité dans nos différentes discussions les ayants droit des architectes de l'époque, et on voulait quand même qu'elle garde le même ADN. Mais il y a eu une idée qu'à l'époque on a vraiment trouvé géniale, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui des architectes, qui est de partir du principe qu'une tour, normalement quand on loue des bureaux ou quand on habite dans une tour, l'intérêt d'être dans une tour, c'est que c'est une tour. Contrairement à l'immeuble dont on parlait tout à l'heure, qui est une tour couchée, nous c'est bien une tour debout. Et ce qu'il y a de fantastique dans une tour, c'est cette élévation, être au-dessus, avoir des vues extraordinaires. Et en fait, c'est vrai que dans Paris, où on a les immeubles haussmanniens qui vont à R+6, R+7, R+8 certains, et quelques constructions un peu plus modernes, comme on en a d'ailleurs rue du Départ, qui vont à R+12, R+14, il y a moins d'intérêt d'être dans une tour en plein milieu de Paris si on est en dessous de ces étages-là. Donc en fait, les architectes ont dit, au lieu d'être effrayés par ce principe-là, on va faire l'inverse, on va insister. Et la façon dont ils ont insisté, c'est de dire jusqu'au 14e étage, on inscrit la tour dans la nappe haussmannienne parisienne. Et en fait, ces étages-là vont avoir des balcons, des terrasses, et vont en fait un peu communiquer avec l'environnement. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas, entre guillemets, la chance d'être dans une tour au sens vous êtes très très haut, eh bien vous êtes en tout cas dans un immeuble entre guillemets normal. Vous n'êtes pas en bas de l'IGH avec toutes les contraintes que ça a, rapport à tout ce qui est incendie, tout ce qui est présence de pompiers. Alors évidemment, on aura les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes et l'usage est un petit peu simplifié. Et donc ces étages-là auront des balcons, des façades différentes, ainsi de suite, et seront ancrés dans le quartier. Donc ça, ce sont vraiment les quelques grandes modifications. Je répète, fermeture de la terrasse pour y faire un dôme qui aura près de 11 mètres de hauteur sous plafond. Insertion d'un hôtel. Le jardin au 14e étage qui sera aussi l'étage du restaurant, dont je précise tout de suite que à l'origine, à l'ouverture de la tour, après travaux en tout cas, ce restaurant ne sera pas un restaurant ouvert au public, ce sera un restaurant pour les usagers de la tour. Pour ce qui est des restaurants ouverts au public, il y aura toujours un restaurant tout là-haut, mais enfin encore une fois, on ne sait pas comment tout ça évoluera. Peut-être qu'un jour ce restaurant sera aussi ouvert au public. Et en dessous, vous avez jusqu'au pied de la tour ces étages qui sont un peu plus grands et qui ont leur terrasse. Alors, sur l'image que vient de nous projeter Clément, on voit bien cette différence entre les étages bas et les étages hauts. Et nous voyons bien aussi les quelques perméabilités que l'on met autour de la tour, avec normalement une station de métro qui débouchait directement dans la tour, qui rendait l'usage de cette sortie un peu moins lisible et moins agréable, et qui, pour le coup, nous faisait encore une pénétration dans la tour avec tous les problèmes de sécurité, ainsi de suite. Donc, normalement, cette courette basse, ce haricot qui existe aujourd'hui, sera réaménagé pour qu'on y mette des équipements qui serviront à toute la tour et ailleurs, notamment à gauche,
sur l'ancienne discothèque de gauche que la copropriété a rachetée et qui sera un auditorium. Et si tout se passe bien, nous aurons une sortie de métro juste avant sur le terrain de la ville. En bas, pas grand-chose ne change, ce d'autant plus que vous voyez que, évidemment, dans cette configuration, on ne s'est pas encore improvisé à aller faire de grands changements sur le terrain du centre commercial. Bon, voilà une vue du bas. Donc, enfin, vraiment, vous le voyez, on fait rentrer de la lumière. On a les étages bas qui seront verdis, mais verdis pour de vrai. Pas une verdure qui est là le jour de la livraison et qui est morte 3 semaines après. Je pense d'ailleurs qu'on a un très bel exemple de maintien de végétation en façade boulevard Pasteur, voilà, qui marche très bien, donc ça peut marcher. Et il y aura, comme aujourd'hui, je ne vais pas tout détailler, mais du fait de la visite panoramique, de l'hôtel, de l'auditorium, de tous ces équipements qui, pour le coup, justifient que des non-habilités, non détenteurs de badge rentrent dans la tour, nous allons véritablement réaménager tout le bas de la tour pour faire des entrées dédiées pour un certain nombre d'usages, de telle manière que les touristes ne se retrouvent pas au milieu des utilisateurs de bureaux, qui eux-mêmes sont bousculés par la valise du client de l'hôtel, ainsi de suite. Donc, on a attaché beaucoup d'importance au flux, parce qu'évidemment, c'est sur les flux qu'on peut vite devenir dingue dans une tour qui, dans sa configuration future, pourra accueillir 6 ou 7 000 personnes par jour sans aucune difficulté, même à supposer que la mode du télétravail continue. Alors pour la programmation je vais passer, je vais me reposer un peu, je vais passer la parole à Clément. Bonsoir. Alors la programmation du projet, Frédéric vient d'en dire un mot. Donc on vous a schématisé ici l'immeuble sous la forme d'une coupe pour que vous puissiez apprécier la position des différents usages dans la tour. Alors aujourd'hui, c'est une tour dans laquelle, dans les derniers niveaux, il y a effectivement cette visite et puis un restaurant, essentiellement des bureaux sur les étages du 2e au 55e inclus. Demain, donc, on retrouve évidemment une majorité de bureaux, mais entrecoupés d'un certain nombre d'usages. Alors, des bureaux hauts entre le 46e et le 55e, puis cet hôtel qu'on vient d'évoquer, à nouveau une grosse salle de bureaux entre le 16e et le 41e, le 14e étage que vous voyez en orange là sur la coupe qui au premier tiers de la tour fait la distinction entre ces étages bas et puis les étages plus élevés. À nouveau des étages de bureaux donc dans la trame haussmannienne à hauteur des immeubles qu'on voit rue du Départ, qui existent rue du Départ, et puis un socle qui va être remanié effectivement pour maîtriser, gérer les flux de ces différents usages, parce qu'aujourd'hui c'est effectivement un petit peu compliqué à vivre dans un hall unique, d'avoir tous ces flux qui se mélangent. Donc là on va avoir toujours une entrée principale et puis des entrées dédiées pour la visite, l'accès au dernier niveau, les accès à l'hôtel. Il y aura également dans ce pied d'immeuble un certain nombre de coques à usage de commerce de main, comme c'est du reste le cas aujourd'hui, mais de manière un petit peu cachée, un petit peu enfouie, puisque les commerces qui existent dans la tour sont souvent sous un escalier ou au pied d'un passage un peu couvert, un peu caché. Donc demain, eh bien, on aura une façade beaucoup plus lisible, quelque chose de bien organisé, mais toujours avec, j'y reviens 2 secondes, l'emprise et la forme générale de la tour actuelle et de son parvis qui restera ouvert aux piétons, et donc une lisibilité finalement beaucoup plus simple. Et puis, on a parlé des 100 000 m² qu'on voit aujourd'hui, mais ce que vous ne voyez pas, vous, au quotidien, c'est tout ce qui se passe en dessous, parce qu'il y a 6 niveaux de sous-sol aujourd'hui dans lesquels il y a de nombreux mètres carrés de réserves, de caves, et puis, bien évidemment, tout un tas de locaux techniques pour faire fonctionner tout ça. Tout ça va continuer d'exister, mais on va également réimplanter et remettre en fonctionnement
un restaurant d'entreprise pour les gens de la tour, et puis un auditorium qu'on vient d'évoquer qui sera donc positionné à l'emplacement de l'ancienne boîte de nuit, c'est-à-dire un peu au prou par ici. Donc voilà, une programmation générale dans laquelle s'insèrent de nouveaux usages, de nouvelles fonctions, mais toujours en gardant une majorité de plateaux de bureaux et un fonctionnement global qui est finalement très proche de celui qu'on a aujourd'hui, tout en étant amélioré et adapté à ces nouvelles fonctions. Alors ensuite, quelque chose qui vous intéresse, j'imagine, au plus haut point, c'est le calendrier de tout ça. Alors on l'a évoqué, un démarrage prévu cette année. On envisage là, et on va faire les votes qu'il faut en Assemblée Générale pour lancer les travaux dans l'année, que les gens déménagent, hein, puisque les travaux ne vont pas se faire, ou la grande majorité des travaux ne se fera pas en site occupé, bien évidemment. Il faut qu'on procède au désamiantage, il va falloir qu'on remplace ces façades, hein, pour leur conférer une performance bien meilleure que celle d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui ce sont des façades en simple vitrage. La tour a un peu plus de 50 ans maintenant. Et donc, pendant une première phase qui va durer entre 6 et 9 mois, il va y avoir ces déménagements progressifs et la tour va se vider, bien que tout ça est déjà démarré, puisqu'une partie de la tour est d'ores et déjà inoccupée. Et puis, on va commencer les travaux progressivement en suivant les déménagements, pour arriver à une phase, d'ici à peu près 1 an d'aujourd'hui, où la tour sera vide. Et à ce moment-là, on rentrera dans les gros travaux, le retrait des façades, et puis tous les réaménagements et la reprise des travaux techniques et les aménagements intérieurs. Cette phase-là va durer en gros ensuite à peu près 42 mois pour arriver jusqu'à la fin de l'année 2029. Donc 3 phases, une phase de déménagement, une phase de travaux qui suivent, et puis une phase de travaux en suivant les déménagements, et puis une phase où la tour est vide. Je rajoute un mot. Peut-être que ça répondra à la question de monsieur de tout à l'heure. En fait, il y a quasiment 1 an de travaux dont, a priori, vous ne vous apercevrez même pas. Pour 2 raisons. La première, si on essaye vraiment de schématiser, les premiers calendriers qui avaient été donnés à 42 mois, c'était près de 18 mois de déconstruction pour 24 mois de reconstruction. Déconstruction au sens, on enlève les portes, les faux plafonds, la moquette. En fait, pour schématiser pour les moins ingénieurs d'entre vous, on va dans la construction de la tour telle qu'elle a eu lieu en 73, enfin inaugurée en 73. Sans doute avez-vous souvent vu cette image où on voit la tour qui est que du béton, on voit tout le squelette de la tour, et d'ailleurs il y a des images comme ça où on voit qu'elle est finie jusqu'au 30e étage, et au-dessus on a le noyau qui émerge et on ne voit que le noyau jusqu'en haut. Bon, eh bien le stade auquel on va revenir, le stade sur lequel on va faire marche arrière, c'est le bas de cette photo qu'on a tous vue, c'est-à-dire l'immeuble complet, mais que le béton. C'est-à-dire qu'on va tout enlever. Les ascenseurs, les tuyaux, l'électricité, évidemment les cloisons, les fenêtres, l'isolation, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, pour revenir sur le sujet des travaux, 2 éléments importants. Le premier, c'est que pendant 1 an, vous n'y verrez quasiment que du feu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais surtout, la logistique dont on vous parlera tout à l'heure, et on va notamment vous montrer une diapo qui correspond à la logistique la plus entreprenante du chantier, c'est-à-dire vraiment au moment où ce sera la fourmilière, si je puis dire. Mais avant cette logistique des travaux qui battent leur plein, je vous rappelle que la tour va donc avec le centre commercial qui a ses accès souterrains, des accès qui sont camions. Donc il y a quand même un certain nombre de choses que nous allons pouvoir faire sans que ça se voit en surface. Et vous parliez tout à l'heure des problèmes de circulation, ainsi de suite. Figurez-vous que nous avons exactement les mêmes, puisque au sous-sol de la tour, il y a déjà de la tour et du centre commercial, puisqu'on descend une voie, et en fait, à gauche, on va dans la zone de déchargement de la tour, et à droite, dans celle du centre commercial. Nous-mêmes, on est tout à fait sensibles aux problèmes de circulation, puisque dans les petites incohérences qu'il y a pu y avoir dans nos discussions avec la ville ou avec les services de la direction de l'urbanisme,
à la fois, il y a une volonté de calmer les flux dans les rues, mais à la fois, on nous demande de faire un établissement de logistique urbaine au sous-sol. Donc, par essence, quand vous voulez faire venir un certain nombre de camions, de camionnettes, distribuer des biens et faire passer tout ça en sous-sol, il faut bien que les camions arrivent à un moment ou un autre. Donc, vous parliez tout à l'heure de la problématique des SAMU et des ambulances. Gustave Roussy a eu exactement la même histoire. Tout le quartier autour, il voulait que Gustave Roussy fonctionne avec une voie de circulation qui faisait le tour de l'hôpital. Bon, ça ne marche pas. Là, ce sera pareil. Donc, les travaux, à un moment donné, il va y avoir des installations de chantier qui, dans le cas le plus défavorable, peuvent être très importantes. Mais, encore une fois, nous avons un avantage sur les autres chantiers classiques, c'est qu'il y a ce sous-sol, ce centre commercial, les autres bâtiments, qui pour certains sont en partie vides en prévision des travaux. Et donc, nous allons essayer d'installer autant d'installations de chantier que nous le pouvons à l'intérieur de nos bâtiments, de ceux qui ne seront pas en chantier, plutôt que de faire les malheureuses tours d'Algeco qu'on est obligé de faire bien souvent. Donc évidemment, elles sont prévues, mais la slide qui va vous être montrée tout à l'heure, ou tout de suite, si Clément veut nous expliquer un peu, c'est le scénario le plus défavorable. Je préfère que tout le monde ait à terme des bonnes surprises que des mauvaises. Alors effectivement, voilà, le plan d'installation de chantier qui est encore prévisionnel, les discussions avec les entreprises commencent seulement, mais dans sa version, dans sa configuration la plus importante, en fait, il y a un autre avantage qu'on n'a pas beaucoup évoqué, et du point de vue des voiries publiques, c'est que la tour a un parvis et qui a une zone privée aujourd'hui et qui du coup permet d'installer un maximum de choses sans s'étendre sur les rues. Donc pour répondre à la question de monsieur, l'emprise sur les rues circulables publiques aujourd'hui sera minimale. Il serait envisagé aujourd'hui de le limiter à une aire de livraison dans une zone côté de la rue du départ, parce que la tour, aujourd'hui, elle dispose déjà d'un accès côté rue de l'arrivée qui devrait être maintenu pour le parking, et elle dispose également d'une voie qui passe sous le bâtiment de bureau qui est au-dessus du centre commercial, qui servira elle aussi de voie de livraison, donc qui permet de ne pas avoir à s'étendre de ce côté-là sur le domaine public. Et donc, globalement, eh bien, c'est un chantier qui ressemblera à un chantier à peu près classique, avec bien évidemment des engins de chantier, etc. Mais les engins et les éléments les plus massifs seront installés sur le toit, la grue notamment, sur le toit de l'immeuble. Et on aura une aire de stockage et de logistique au pied de la tour. Et bien évidemment, on va profiter également de nos 6 niveaux de sous-sol et des installations communes qu'on pourra partager en infrastructure, avec les zones de livraison existantes au moins 2 de la tour et du centre commercial en face également au moins 2. Donc, bien évidemment, c'est un chantier, bien évidemment, ce sera visible, bien évidemment, ça va se voir et occasionner des nuisances, mais dans la mesure où on va essayer de se mettre au maximum chez nous et dans nos installations privées, dans nos bâtiments et puis sur notre domaine privatif, on s'étend très peu finalement sur le domaine public, puisque ce qui est envisagé, ce qu'on voit en orange foncé en haut du plan, ne fait qu'à peu près 500 mètres carrés le long d'un trottoir qui est déjà en partie une partie privative. Alors, là, on vous a juste mis les quelques noms de ce qui sont probablement les plus gros porteurs de projets. Ça me permet peut-être juste de dire un mot sur l'histoire de la tour, que certains connaissent, mais pas d'autres, et peut-être pas avec les quelques détails que je vais vous donner. Bon, la tour Montparnasse, vous le savez, c'est un projet présidentiel. À l'époque, tous les institutionnels achetaient 1 étage, 2 étages de la tour Montparnasse comme un produit d'épargne, comme une SCPI immobilière, chacun avait son étage de la tour Montparnasse. Quand les choses se sont compliquées, notamment avec la polémique de l'amiante, il y a eu un désintérêt de cet investissement. Certains avaient honte de dire qu'ils étaient propriétaires d'un bout de la tour Montparnasse. Et
nous, quand nous sommes arrivés, donc LFPI, nous n'avions rien dans la tour et le principal copropriétaire était la MGEN, qui a toujours une vingtaine de % de la tour Montparnasse et à laquelle quand même je tire mon chapeau puisque c'est le seul gros copropriétaire qui a tenu toute la durée, y compris celle des problèmes et celle du désamiantage en site occupé qui a eu lieu pendant de nombreuses années où les copropriétaires ont déjà fait à l'époque près de 250 millions d'euros de travaux pour désamianter la tour. Aujourd'hui, il faut savoir, je vous livre un secret puisque ça peu de gens le savent, il n'y a quasiment plus d'amiante dans la tour. Quasiment plus. Le poste amiante, d'ailleurs, désamiantage, représente une toute petite partie du montant du projet. L'amiante qu'il y a aujourd'hui, c'est de l'amiante à laquelle on ne peut pas accéder, sauf en déconstruction, des joints derrière les fenêtres et des flocages autour des gaines de désenfumage, qui d'ailleurs justifient le fait que pour faire ces travaux, nous allons devoir vider la tour, puisque vous ne pouvez pas démonter des gaines de désenfumage avec des gens dedans. C'est même pas le sujet de l'amiante. On saurait traiter le confinement de cette amiante avec des gens dedans, ça techniquement ça se fait plutôt très facilement. Par contre, ça veut dire que pendant cette période, vous n'avez plus de désenfumage. Donc pas de désenfumage, évidemment, pas d'utilisateur dans la tour. Tout ça pour dire que MGEN, AXA, la Française, Lactalis, Séché Environnement, Samsic sont des propriétaires historiques qui ont tenu pendant toutes ces années. Et d'une certaine manière, LFPI et plus tard NJJ Holding sont des nouveaux copropriétaires qui, alors nous, LFPI, nous avons presque 30% de la tour, qui sont venus désintéresser tous ceux qui ne voulaient pas rester pour le projet et pour la poursuite de la tour. Lorsque nous sommes arrivés, la tour était moyennement occupée, mais ceux qui étaient là payaient encore très cher. Parce qu'à l'époque, c'était un immeuble très luxueux. Il y a des habitudes comme ça qui ont perduré. Et ce que nous avons fait, c'est que comme nous savions que nous devions libérer l'immeuble au moment des travaux, on a signé des nouveaux baux précaires avec les locataires existants ou ceux qui sont venus s'installer dans la tour, puisqu'il y a encore des gens qui s'installent dans la tour, qui veulent en profiter encore quelques mois avant les travaux. On signe encore des baux ces temps-ci. Les gens sont venus pour des loyers bien moindres, mais avec une précarité pour qu'on puisse leur dire bon, dans 3 mois, on commence les travaux, il faut partir. Donc tous ces copropriétaires, je voulais juste vous dire qu'ils ont permis, je ne fais ni l'apologie de ma société, ni celle de mes camarades de jeu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il fallait retrouver une gouvernance. Les gens que vous avez sur cette slide, à eux seuls, ont près de 80% de la tour Montparnasse, même plus de 80% de la tour Montparnasse. Et en fait, ils ont été réunis dans un même projet, qu'ils ont compris de la même manière, qu'ils ont souhaité de la même manière. D'ailleurs, je tire mon chapeau aussi au service instructeur de la ville, parce qu'un permis comme celui de la tour Montparnasse, je crois qu'on peut considérer qu'il a été plutôt vite instruit, octroyé, ainsi de suite. Donc on n'a pas eu de perte de temps là-dessus. Et tous ces copropriétaires aujourd'hui parlent d'une seule voix, ont les reins solides pour le projet, souhaitent le projet, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, décemment, on peut se présenter devant vous en affichant une date pour le démarrage des travaux et en affichant une réalité de ces travaux. Parce que je terminerai sur l'Arlésienne que ce projet a pu être pendant quelques années. Et je voudrais quand même préciser que dans les premiers communiqués qui ont été faits à l'époque du concours d'architectes, on espérait que cet immeuble soit livré pour les JO. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un petit peu ça le message qui était passé. Bon, bilan des courses, on a environ 4 ans de décalage sur le projet. Sur ces 4 ans, moi, j'accepte pas de dire qu'on a 4 ans de retard. On a probablement pris 1 année de retard, notamment liée au Covid, à l'absence des gens, à la démobilisation, tout ce que l'on voudra. Mais il y a 3 années qui ont été probablement nécessaires à ce qu'on évite une catastrophe. Pour 2 raisons. La première, on a dû se replonger dans les archives. On a retrouvé des ingénieurs qui sont aujourd'hui à la retraite et qui avaient participé à la construction de la tour, qui n'est pas si vieille que ça, puisqu'à 1 mois, elle a exactement mon âge. Donc je prends toujours ça très mal quand on me dit elle est très vieille, il faut totalement la refaire. Mais on avait un sujet technique qui était de tenue de la tour
par elles-mêmes, avec des règles constructives qui ont changé depuis, et encore plus avec les travaux que l'on fait dessus, puisque le fait de fermer le jardin en haut, ça la surélève un peu d'une dizaine de mètres, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est la force du vent tout là-haut qui coûte très cher en bas, et qui d'ailleurs, dans les premières estimations, nous faisait couler 5000 m3 de béton dans le pied de tour, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ces 3 années donc, nous ont servi à évacuer tous ces écueils. On avait quand même eu une première étude de structure où les gars s'étaient lamentablement plantés et on nous expliquait qu'on comprenait déjà pas comment elle tenait encore debout cette tour, alors de là, aller lui en rajouter surtout pas. Il nous a fallu presque 1 an pour refaire toutes ces études, comprendre quelles étaient les erreurs et démontrer que la tour allait très bien et qu'a priori, on l'avait jamais vue basculer comme la tour de Pise. Ensuite de cela, et je serai bref dorénavant pour laisser de la place aux questions, il était très important que sur un chantier de cette taille qui a été conçu à un moment où c'est peu de dire que les entreprises de BTP ne manquaient pas de travail partout dans le monde, on ne pouvait pas se tromper sur la commande qu'on allait passer. Si, sans critiquer les entreprises, mais si vous commandez un objet à une entreprise et que derrière, il y a de l'amiante là où vous prétendiez qu'il n'y en avait pas, il y a des fondations à renforcer là où vous pensiez que les fondations étaient bonnes, et il vous faut du triple vitrage là où vous avez envisagé de mettre du double vitrage, alors là, je peux vous le dire, vous êtes mort. Et vous êtes d'autant plus mort que vous êtes en copropriété, qu'il y a éventuellement là-dedans des copropriétaires qui peuvent subir un aléa de 10-15% sur le montant des travaux sans tomber raide mort, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. Donc ces années supplémentaires, en fait, elles nous ont servi à gagner beaucoup de temps sur l'aléa du chantier et des travaux, c'est-à-dire de définir avec précision ce que l'on commande aux entreprises, ce que les entreprises vont exécuter, et par ricochet, le délai que tout ça va prendre. Et en fait, sans vous livrer des grands secrets, mais juste pour vous donner quelques idées concrètes, les derniers 18 mois ont été employés à travailler sur des simplifications, ce qui ne veut pas dire à abandonner de belles choses architecturales ou des usages, ainsi de suite, juste des simplifications de mise en œuvre et d'usage, et à gagner 100 millions d'euros sur le montant des travaux, rien qu'en simplification et en mise en œuvre. Et tout ça, c'est aussi fait en gagnant du temps sur le chantier. Parce que là aussi, je pourrais vous dire qu'un jour, on m'a parlé de 60 mois de travaux, et puis 52 mois, ainsi de suite. Donc, évidemment que j'aurais adoré découper le ruban avec Madame Hidalgo et Monsieur Goujon avant les JO. On n'aurait peut-être pas pu mettre Léon Marchand sur la façade de la tour, du coup, donc finalement, il y avait un choix à faire. Mais en fait, ce ne sont pas des années perdues, et nous qui travaillons au quotidien, je vous assure que tous les jours, il y a un nouveau sujet, et que tout ce temps a été plutôt bien utilisé. Et je ne vais pas être plus bavard, parce que moi, je peux tenir 15 jours sur le sujet, si vous voulez. Donc, Monsieur le Président, je vous laisse reprendre la main pour organiser les questions. Absolument, merci beaucoup pour cette présentation très riche, avec des rappels de la genèse de la construction de la tour en 1969 jusqu'en 1973, de belles images qui présentent une véritable renaissance de cette tour. Donc ce que je propose, comme je l'ai indiqué dans un premier temps, il va y avoir un petit jeu de questions parmi les membres du conseil de quartier, et on va prendre des petites séries de questions, et ensuite il y aura bien évidemment le micro-baladeur dans le public. Parmi les membres, Jean-Pierre, à nouveau. À nouveau, excusez-moi. Non, je vous remercie de vos précisions sur l'emprise du chantier, mais moi ce que je pensais surtout, c'est au noria des camions. C'est ça qui est le gros problème pour nous. Alors, si vous voulez qu'on réponde tout de suite, l'avantage de toute la base logistique que nous avons au sous-sol, c'est justement aussi de créer un espace tampon pour qu'on n'ait pas un espèce de pic de fréquentation insupportable à telle ou telle heure. Ça nous permet de gérer le flux des camions. Alors, je n'ai pas la compétence pour vous en parler dans le détail, mais véritablement, il faut comprendre, et d'ailleurs, ça fait plaisir aux entreprises, qu'un chantier isolé, qui a juste un accès sur rue, une façade qui se balade entre la façade de 2 immeubles et rien d'autre,
Et un chantier comme celui-là, où l'ensemble de l'EITMM, c'est presque 2,5 hectares de terrain, et la seule tour Montparnasse, c'est 1 hectare avec finalement, enfin un peu moins d'1 hectare, 8000 mètres, avec finalement une emprise au sol projetée de à peine plus de 2000 mètres. Ça nous laisse vraiment de la place pour faire un certain nombre de choses chez nous, sans aller sur la voirie publique et en pouvant choisir le flux des camions, bien mieux que quand il faut prendre une autorisation de fermer la rue pendant 4 heures, et là, il y en a partout, il y a des files de camions à perte de vue. Normalement, on devrait véritablement être capable d'écrêter cette courbe de Gauss. Alors, un complément d'information, c'est qu'il y aura plusieurs chantiers dans ce secteur. Comme ceux qui étaient ce matin au Café Travaux ont vu qu'il y avait énormément de constructions nouvelles dans tout le secteur Montparnasse. Donc nous avons fait en sorte, moi c'est un souci principal bien sûr pour le fonctionnement de ce secteur pendant tous ces travaux, et notamment celui-là, c'est qu'avec la ville de Paris, il y a un projet qui a été passé, un appel d'offres pour qu'une structure soit créée afin de permettre une meilleure coordination de tous les chantiers de la zone qui seront assez nombreux. Vous en avez cité un certain nombre. Bon, il y avait Amundi, ça va se terminer. Il y en a d'autres comme le Sud-Pont, etc. Pour qu'à la fois on puisse permettre le fonctionnement de la gare, le fonctionnement de la circulation le plus possible dans le quartier, parce qu'il y a aussi, bien sûr, comme vous l'avez dit, des modifications de voirie sur la rue du Départ et la rue du Commandant Mouchotte. Donc tout ça va être assez complexe. Je ne dis pas que ça va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais enfin, en tout cas, il y a une structure qui va être créée ad hoc pour la coordination de tous les chantiers du secteur sur un périmètre assez large. C'est la fameuse coordination qu'on réclame depuis des années. Oui, merci Monsieur le maire, parce qu'effectivement c'est une question de coordination, et notamment avec la SNCF, parce que quand on voit le boulevard Vaugirard qui donc se prolonge vers le hub de bus au pied de la tour Montparnasse et qui va ensuite vers le CIT, c'est absolument impossible de circuler parfois, notamment parce qu'on a des files et des files de taxis et des déposes minutes sauvages. Donc est-ce qu'il y a une réelle coordination, et surtout à partir de quand ? Alors là, c'est un autre sujet, parce que ce matin, on a passé 1 heure avec la population, si je peux dire là-dessus, avec une centaine de personnes, mais je veux bien reprendre le débat. Le boulevard de Vaugirard est impraticable à cause des 80 millions de voyageurs annuels de la gare Montparnasse, sans compter les touristes, etc. Le fait qu'il y ait un local auquel pouvaient accéder les taxis qui a été fermé dans la gare, évidemment, fait que maintenant les taxis sont sur le boulevard de Vaugirard sur 100 mètres, 200 mètres, que le couloir de bus, dont j'espérais qu'il serait dissuasif, ne dissuade rien du tout, que la police municipale de temps en temps fait des contrôles, mais très peu parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc c'est un problème structurel. Ce qu'il faut, c'est simplement empêcher les déposes minutes et les taxis. Pour ce faire, il faut un plan de circulation qui doit être complètement revu et qui est travaillé avec la SNCF, de façon à ce qu'on accède au niveau des véhicules, en tout cas, et des taxis à la gare Montparnasse par l'arrière, alors que déjà tous les taxis puissent rentrer dans la gare, ce qui n'est pas une masse à faire, et que deuxièmement, on accède, comme on doit y accéder normalement, même en dépose minute, par l'arrière de la gare, qui doit être refait. Ça fait partie d'une deuxième étape de la rénovation de cette gare, qui a été assez considérablement rénovée il y a peu de temps, sauf l'arrière, où il y aura une modification de l'accès par l'arrière, qui est introuvable. Enfin, je veux dire, lorsqu'on connaît déjà la gare, c'est difficile de trouver l'accès voiture pour faire le dépose minute par l'arrière. Il n'y a pas de signalisation, c'est mal foutu, il y a plusieurs entrées, on ne sait pas où aller. Et évidemment, de façon encore pire pour ceux qui ne connaissent pas le secteur. Donc le sujet que nous travaillons avec la SNCF, je parle sous le contrôle de l'adjoint, depuis des années, c'est la modification des circulations sur le site. Mais tout ça ne pourrait être fait qu'à l'issue de ces travaux. Donc on risque de souffrir encore un moment, malheureusement. Question, il n'y aura plus du tout une place pour faire des animations sur la place Raoul-Dautré. Tout sera pris par les camions, les grues, non? Il y aura un peu de... Alors, si on parle de la durée du chantier, il est fort à parier que non, étant précisé que j'espère que ce que vous appelez la place Raoul-Dautré, c'est juste la partie qui nous appartient, qui a cette diagonale qu'on peut peut-être vous remontrer. Voilà. Donc nous, on est à l'intérieur du fil rouge.
Tout le reste, c'est la vraie place Raoul Dautry, celle qui appartient à la ville de Paris, qui est très grande et qui permet toutes les animations souhaitées. Nous, vous le voyez, il y a un espèce de marquage au sol. C'est assez drôle. Nous, on a de la pierre et la ville a du goudron. On voit tout de suite qui sont les gens importants. Mais c'est cette limite qu'il y a entre la gare et la tour. Donc on n'a pas tout, évidemment. Ok, merci. Alexandre, oui, bonsoir, monsieur le monstre. Écoutez, vous avez une idée comme ça par rapport à la tour. La tour, si vous dites la tour debout, la tour, elle n'est pas couchée, c'est vrai. Mais sachez que quand vous voyagez, vous arrivez à Paris, la tour Montparnasse en face de la tour Eiffel. Les touristes viennent en bas pour regarder la tour Eiffel. Il y a des critiques, il y a des morceaux qui tombent, etc. Ils reviennent de Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, ils arrivent à Paris, la tour Montparnasse, c'est quoi ça? Voilà. Alors, moi, ce que je suis en train de penser, ce que j'allais vous proposer, c'est au niveau marketing, la visibilité de la tour. Qu'est-ce que vous faites pendant? Parce qu'on parle du début des travaux et à la fin. Et pendant les 4 ans. Bon, la première année, on ne verra pas grand-chose, c'est vrai. Mais les 3 ans, il y aura un bloc comme ça tout à fait sombre, avec des petites lumières de grue, qu'on va supporter comme ça pendant 3 ans. Or, nous, on venait avec des enfants pour regarder les illuminations sonores économes, hein, donc qui étaient en face de la tour. C'était sympa. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense que vous avez embauché quelqu'un qui s'appelle M. Luzin, qui vient de la tour Eiffel. Monsieur Luzin, c'est ça? Oui. Je faisais semblant de ne pas comprendre. Non, je faisais pas. Il vient de la tour Eiffel. Je fais pas du tout semblant de ne pas comprendre. Je crains que vous soyez en pleine incompréhension d'un certain nombre de choses, mais je vais répondre à votre question. Je suis complètement lambda, il n'y a pas de problème. Lucas Puzin, que je n'ai pas engagé sur le projet, qui est mon nouveau directeur des acquisitions au sein de la société dont je suis président, qui est LFPRM, ne vient pas de la Tour Eiffel. Non. Il vient de la société de la Tour Eiffel, qui est une foncière qui s'appelle comme ça et qui n'a aucun lien avec la Tour Eiffel. Oui, mais la stratégie Tour Eiffel, quand même. Enfin. Bon, bref, je vous laisse poser votre question. Ma question, c'est de savoir. C'est une tour remarquable. Moi, ma question, c'est de savoir. On sort un peu de notre nuage, le fond du chantier. Parlons de la forme. Les gens viennent, les touristes, voir la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse en face. Pendant 3 ans, c'est sombre, des grues. Est-ce que vous faites comme les autres? Église Madeleine, bien couverte. Printemps, bien couvert. Avec des... Voilà, c'est Paris. Non. Je vais essayer de c'est pas question de dossier, c'est le côté marketing, la visibilité. Et moi, j'étais étonné que la mairie de Paris ne soit pas en compatibilité pour justement les Jeux Olympiques, pour illuminer un peu cette tour, malgré les travaux. Je vous trouve un peu dur là, parce que je crois que la tour Montparnasse... on a vu. La tour Montparnasse a été un peu le totem des Jeux Olympiques à Paris, avec, je vous le rappelle, les studios télé qui étaient du côté du Trocadéro. On ne voyait que la tour Montparnasse. Je me suis presque fait engueuler parce qu'on la voyait trop à la télé. Et bon, je vais essayer surtout de répondre à votre question. Vous parlez de l'image de la tour avant, pendant, après les travaux. Vous avez parlé d'illumination, de bâches, d'objets sombres, ainsi de suite. Je pense avoir des réponses pour tout ça. Je vais me permettre de revenir un peu en arrière. Quand je suis arrivé à la tour Montparnasse, par un concours de circonstances sur lequel je ne reviendrai pas, mais j'y suis arrivé de façon passionnée. Ça m'a redonné un petit peu le goût à un certain nombre de choses, parce que j'avais vraiment l'impression de m'attaquer à un édifice malade qu'il fallait faire revivre. J'ai constaté, comme vous, qu'il y avait un problème d'image. Alors, il y avait la partie des Parisiens qui disaient faut me la détruire, c'est dégueulasse, on voit que ça, c'est moche. Vous aviez... oui, hein? Il y a même un maire, une fois, qui a dit à 200 mètres d'altitude, on ne fera rien pousser là-haut. Ça continue, les bon. commentaires suivent. Oui, non, je pense que ça ne continue pas, parce que ceux-là, on ne les écoute plus. Il y avait même Madame Kosciusko-Morizet qui n'était pas contente depuis le Sacré-Cœur, parce qu'elle prenait les phares que la DGAC nous a demandé de mettre sur le toit de la tour. Oui. Elle les prenait dans le museau de temps en temps, manifestement. Bon, la tour, elle ne peut pas être à l'origine de tous les maux. Et en l'occurrence, pour ce qui est de l'image de la tour, figurez-vous que j'ai eu la même idée que vous. Ah, bravo.
C'est vous dire. Moi, je sors du marketing. Ah, mais ça se sent tout de suite. Mais je l'ai perçu immédiatement. Et donc, je me suis dit, c'est dommage parce que cette tour, on entend beaucoup de gens la critiquer. Alors que, bon, à l'époque, j'étais pas dedans depuis très très longtemps. Mais tous les gens qui viennent me voir, qu'ils soient des gens du marketing, du BTP, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des médecins, ainsi de suite, tous sont scotchés devant la vue et ils me demandent tous, quels qu'ils soient, de faire un selfie avant même qu'on commence notre rendez-vous. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Cette tour, ces mètres carrés, à l'époque, ne valait pas très cher, alors qu'autour, ça vaut quand même très cher, il faut le dire. On est dans un bon quartier, je pense, et c'est sans sombrer dans la flagornerie. On est au pied d'une gare qui, je pense, est probablement la meilleure gare en termes de fréquentation de Paris et d'agrément. Excusez-moi, c'est mon avis. Et je me suis dit, c'est quand même pas normal que cette tour elle soit à ce point décriée. Et j'ai eu une idée qui, si elle avait été vôtre, aurait pu être géniale, mais je me l'attribue à moi aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme gros coup pour que cette tour, finalement, elle plaise aux gens? Alors, il y a eu les différents affichages, donc il y a eu les JO, il y a eu un moment le numéro du Téléthon, et je ne vous cache pas que comme tout ça était contemporain avec la perte de mon fils et que je devais lancer une grande campagne contre le cancer de l'enfant, je me suis dit, ça risque de choquer un peu, mais en fait cette tour, elle va au moins servir de panneau d'affichage le plus dingue dans Paris. Et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi notre coup, puisque déjà j'aurais pu être traité de mytho parce que je mettais mon fils malade sur la façade d'un édifice que tout le monde voit à Paris, ainsi de suite. Il n'y a eu aucun bad-mouthing. Tout le monde a plutôt aimé le principe. Et juste après, ça m'a permis de faire quelque chose de bien plus important. Est-ce que vous avez déjà vu la boîte de Lego Paris Skyline? Non, oui, non. Non. Eh bien voilà. Eh bien, vous voyez que vous n'avez pas vu notre plus gros coup marketing sur la tour. J'ai appelé Lego et je leur ai dit, je ne comprends pas. On voit des Legos de la Tour Eiffel, on voit des Legos de l'Arc de Triomphe qui est gros comme ça. Tour Montparnasse, qu'est-ce que vous foutez? Eh bien, figurez-vous que, deux bonnes nouvelles. La Tour Montparnasse est rentrée dans la boîte de Lego Paris Skyline, c'est-à-dire que vous avez la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur. Donc je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus légitime qu'être un édifice qui est dans une boîte qui est vendue partout dans le monde. Et pour la petite histoire, Lego a payé par 2 fois une redevance pour l'utilisation de l'image de la tour. Que les gens qui se sont déplacés aient le droit à des confidences privilégiées quand même. Ils ont donc payé 2 fois 700 000 € qui ne sont pas rentrés dans les caisses de la tour, qui sont partis directement à Gustave Roussy pour soutenir la recherche contre le cancer de l'enfant. Donc vous voyez qu'en matière de marketing de la tour et de adoubement de cet immeuble dans Paris ou pas, je pense qu'on a plutôt bien travaillé. Avec les éclairages qu'il y avait à l'époque, on essayait de rendre la tour, comment dirais-je, de la mettre aux côtés des grands événements qu'il pouvait y avoir dans notre pays. Et on a même essayé, on a fait, mais c'est des événements qu'on ne peut pas forcément reproduire tout le temps, des tower runs avec des courses verticales dans la tour, ainsi de suite. Donc la question du avant, je crois que je l'ai réglée. Voilà. La question du après, je pense qu'elle s'imposera d'elle-même. Pendant. Je vous l'ai dit, ce sera le meilleur hôtel, le meilleur immeuble de bureau de France, et il aura véritablement, je pense, une image et un nom, pas seulement au niveau parisien, mais aussi international. Et le pendant, ma réponse va peut-être moins vous plaire, mais il faut déjà que je sois capable de privilégier le chantier et la durée du chantier. Imaginez, et vous pouvez échanger avec votre autre collègue du conseil de quartier, si on met une bâche, avec des messages, des lumières, des machins, tout ça, on ralentit le chantier d'autant, parce qu'on a besoin de travailler sur la façade. Donc ce qu'il y a d'important, c'est qu'on fera sans doute, mais ne me demandez pas de tout vous dévoiler ce soir, on fera sans doute des animations, des choses qui feront rappeler aux Parisiens que la tour est là, qu'elle est en rénovation, ainsi de suite. Mais regardez d'ailleurs les 8 dernières années, à part des éléments très ponctuels comme les campagnes dont je vous ai parlé, l'affichage de Léon Marchand sur la façade de la tour, ainsi de suite,
On a plutôt adopté le principe qui, certes, n'est probablement pas dans l'usage de tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est « si tu n'as rien à dire, tais-toi ». Donc plutôt que de beaucoup communiquer sur la tour, comme jusqu'à présent on était en phase de gestation du projet, on n'en a plutôt pas trop parlé, mais on fera ce qu'il faut pour que la tour ne fasse honte à personne, et pas même aux Parisiens et aux visiteurs qui viennent de l'étranger. Parce qu'effectivement, une des principales raisons des gens qui montent sur le Top Tour aujourd'hui, c'est de pouvoir voir la tour Eiffel. En face, la tour Montparnasse. Merci. Voilà. Nous allons donc passer au jeu des questions. Ouais, une question. Oui, pardon. En fait, vous nous avez montré la zone en rouge au pied de la tour. Aujourd'hui, alors j'ai compris qu'il y avait une grande partie qui appartenait à la gare ou peut-être à la mairie. Aujourd'hui, c'est un espace pour les piétons assez désagréable. L'hiver, c'est un véritable courant d'air, ça glisse, il y a des tourbillons. Comment vous allez traiter cette partie-là pour que ça devienne agréable ? Je réponds, vous permettez que je réponde à cette question, parce que là, on parle de la zone privée. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, puisque comme on a fait les essais de façade et qu'on a une structure, on les a mis au 3e étage, donc on a une structure qui porte jusqu'au sol. En plus, c'est moins praticable qu'avant, puisqu'il y a cette structure en croisillon qui va jusqu'au sol. On avait l'édicule de la discothèque, qui est côté rue de l'Arrivée, que donc la copropriété a racheté, qui était, et ça c'est pas nécessairement de notre faute, le WC public le moins cher de Paris. Bon, au même titre que récemment, elle est partie depuis, on a une dame qui, au bout du centre commercial, a littéralement construit une maison. Alors, je suis toujours très malheureux pour les gens qui ont besoin de se loger. Hein. Je paye des impôts comme chacun d'entre vous, et on fait des actions, mais voilà. Elle a construit une maison. Nous, quand on a posé la question de c'est peut-être pas le meilleur endroit pour construire une maison, on s'est quasiment fait traiter de facho en n'accueillant pas la maison de cette dame sur notre terrain privé. Donc, première réponse à votre question. Pour ce qui est des usages et du civisme des gens à notre époque, on fait ce qu'on peut faire dans la limite de ce que l'on peut faire. Regardez, il y a 10 jours, il y en a encore un qui probablement pour épater sa copine s'est dit qu'il allait escalader la façade de la tour Montparnasse par l'extérieur. Et tous ces gens-là me font froid dans le dos parce qu'à chaque fois, je m'imagine bien avec les bracelets rentrer dans le panier pour aller me faire interroger puisque c'est moi le président du conseil syndical de la tour. Et j'aurais toujours quelqu'un pour dire, mais dites donc, en fait, s'il s'est retrouvé au 48e étage, qu'il a ripé et qu'il est tombé, c'est peut-être un peu de votre faute, parce que comment a-t-il fait déjà pour s'accrocher à la façade en bas? Est-ce que vous avez bien mis des moyens de sécurité? Donc ça, malheureusement, dès lors que vous avez une communication avec l'espace public, vous partez d'une bonne intention, parce que à la base, les piétons passent sur notre terrain pour aller faire ce qu'ils doivent faire rue de Rennes ou je ne sais quoi, ou vers la gare Montparnasse, mais en fait, ça ouvre un infini de responsabilités et de questions auxquelles on ne sait pas répondre. Parce qu'à côté de ça, je pourrais me dire, bon, on va la jouer à l'américaine, hein, on va mettre un gardien derrière chaque poteau, et quand il y en a un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il se fait sortir par la peau du dos. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça, et ça coûte très cher. Donc, je répète, sur les usages, malheureusement, on fait ce qu'on peut faire. Et après, il y a les aspects structurels dont vous avez parlé, les tourbillons, ainsi de suite, que l'on ressent en bas de la tour. Figurez-vous que c'était en partie pour traiter ces tourbillons que vous aviez 2 pièces d'eau de chaque côté, vraiment au pied de la tour, dans sa partie la plus pointue. Ces 2 pièces d'eau, qui aujourd'hui ne sont plus en eau, étaient 2 espaces où les gens n'allaient pas parce qu'il y avait des vents terribles. Et je vous confirme qu'il y avait des vents terribles. On prête de temps en temps la façade de la tour au GIGN pour qu'ils fassent des essais de descente. Et il y a eu une fois où ça s'est très très mal passé. Il y a eu un gros tourbillon. On a vu un gars du GIGN littéralement s'envoler au bout de sa corde avec un vent à décorner les bœufs. En bas, on va vous montrer la bonne slide. On a justement les petits édicules qui vont remonter du parking. On a l'aménagement de la place. Ça va faire quelques aspérités qui ne vont pas entraver la circulation, parce qu'aujourd'hui déjà vous avez vu il y a cette déclivité qui fait qu'à un endroit vous avez la station de vélo de la ville, après il y a des marches, il y a l'entrée de la discothèque, ainsi de suite. Donc
Je pense qu'on va plutôt nettoyer le passage pour qu'il soit plus agréable pour les piétons. On ne va pas pouvoir régler tous les problèmes de vent parce que pour vraiment les régler, il faudrait mettre des paravents partout. Je ne pense pas que ce soit utile. Mais par contre, il y a ces édicules qui vont probablement un petit peu casser les tourbillons du vent, du moins et l'épaississement de la tour. Donc ça devrait être mieux, sachant que l'autre problématique, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est qu'aujourd'hui, quand nos techniciens, quand nos ingénieurs nous parlent de vent, de prise de température, de lutte contre le chaud, le froid, machin, ils le font aujourd'hui, ils le font perspective à 30 ans et à 50 ans avec le réchauffement climatique. Donc ce que l'on se dit aujourd'hui et les traitements qu'on apporte aujourd'hui peuvent ne plus être valables dans 20 ans. Donc on sera bien obligé de réagir à chaque fois sur ces éléments-là, en fonction du ressenti des gens, du nôtre en premier d'ailleurs, et qu'on trouve les solutions pour améliorer tout ça, puisque de toute façon, tous les usagers de la tour passent par le socle, et on n'a pas envie que les usagers se fassent littéralement décoiffer avant d'arriver chez nous. Très bien. Alors, dans le public, il y a un micro-baladeur. Levez la main, on va prendre des petites séries de questions. Je vais vous demander d'être le plus court possible. Madame, qui est une fidèle parmi les fidèles de nos conseils de quartier. Bonsoir. Oui, simplement une question sur la pollution à venir pendant tous ces travaux, parce que Paris est saturé. On sait qu'il y a des problèmes d'air l'été, où c'est des canicules qui polluent l'atmosphère. Donc les chantiers qui sont en préparation, et fort nombreux, ce matin nous avons eu le déploiement des chantiers sur tout le 15e qui sont énormes. Donc j'aurais voulu savoir si vous avez fait une évaluation de la pollution à venir, parce qu'il y aura une pollution pour les riverains, entre autres, dans toute cette partie, dans toute cette zone. Est-ce que vous avez des contrôles de la saturation de l'air au fur et à mesure de vos travaux, même si c'est à l'intérieur, parce que Paris, même dans le 15e, est extrêmement poussiéreux. Nous avons, dans notre quartier, eu énormément de travaux, et je parle de ce que je sais. Alors, je vais vous faire une réponse courte, parce qu'elle est simple, elle est technique. Voilà. Comment ? Ouais. D'accord. Bon, en termes de pollution sonore, je pense qu'aujourd'hui, la tour n'est pas un mauvais élève. En termes de... Donc, pendant les travaux, la pollution dont vous parlez avec les particules, je tiens juste à vous dire qu'aujourd'hui, la tour Montparnasse est l'immeuble le plus contrôlé de France. On dépense plus de 3,5 millions d'euros par an de contrôle. Ça continuera pendant les travaux. Donc, en matière de qualité de l'air, si cette tour a une qualité, c'est bien celle-là. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà, vous parliez même de la qualité de l'air à l'intérieur de la tour, déjà aujourd'hui, on a des contrôles qui sont très nombreux, qui sont dedans, dehors, ainsi de suite. Pendant les travaux, ce sera pareil, parce qu'on y est obligé. Ce n'est pas seulement par charité chrétienne, on y est obligé, il y avait présence d'amiante. On est le seul ITGH de Paris, immeuble de très grande hauteur, plus de 200 mètres avec l'accessibilité à tous les plateaux. Donc c'est sûr, on a 55 pompiers à la tour Montparnasse, en roulement. Bon. Donc je n'ai aucune inquiétude sur la poussière, le traitement de l'air. Merci. C'est ce que je disais. On a compris votre question, la réponse est là. On a des relevés, et donc là-dessus, je voudrais totalement vous rassurer. Après, sur le bruit... alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'amiante, il n'y en a quasiment plus dans la tour. Il y a des joints et des flocages autour des gaines de désenfumage qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc... Attendez d'avoir un micro, on ne vous entend absolument pas. Levez la main, s'il vous plaît. Pourcentage d'amiante reste-t-il? Alors, pardon, mais parler d'un pourcentage, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut parler d'une quantité. Ou alors, je peux vous parler du pourcentage du coût des travaux, et le désamiantage de la tour ne coûte même pas 2% du coût des travaux. Donc, je vous le répète, il y a de l'amiante en très faible quantité, puisque toute l'amiante qui était
la plus dangereuse et d'ailleurs souvent la plus difficile à enlever, qui étaient les flocages, ont été retirés dans le temps. Donc, pour répondre à votre question principale, qui était celle du bruit pendant les travaux, évidemment qu'il y aura du bruit. Vous savez, les travaux, j'ai entendu dire une fois, j'ai trouvé l'image assez belle, que c'est comme les éoliennes, hein, tout le monde trouve ça génial, mais pas devant chez nous. Et donc, il y aura du bruit, mais ce sera un chantier qui sera ultra regardé, un chantier très cher, un chantier avec des équipes de management, comme je pense qu'il ne doit pas souvent y en avoir sur les chantiers. Donc, ces sujets-là seront traités avec d'autant plus d'importance qu'on aura tout le monde sur le dos. Et quand je dis tout le monde, je ne parle pas des riverains, je parle de l'inspection du travail, de la ville, de l'image que ça va donner. Donc là-dessus, on a été obligé, encore une fois, ce n'est pas juste notre volonté de gens bien, on a été obligé de prendre des mesures pour que ça se passe admirablement bien, tout en étant un chantier. Donc évidemment, et elle, ça ne lui arrive qu'une fois tous les 55 ans, donc peut-être qu'elle a le droit, il y aura du bruit lié au chantier. Monsieur, je m'en inquiète parce que je suis retraitée et donc je suis dans mon appartement 19h, 20h par jour. Donc je vais subir tous ces inconvénients, oui. Toutes ces nuisances. Mmh. Mais c'est la seule réponse que je puisse vous faire, et elle est sincère, c'est de vous dire que toutes ces nuisances ne seront pas proportionnelles à la taille de l'immeuble. Et toutes ces nuisances, nous allons faire ce qu'il faut, et c'est déjà budgété, pour les réduire autant que possible. Ce que je dois faire, c'est louer un appartement dans le 13e, peu importe, vous voyez. Non, mais ça, pardon, madame, non, mais je... Oui, peut-être, je peux pas vous dire... Vous devez prévoir donc des relogements. Bah, oui. Alors la réponse, je suis désolé, est non, mais je serais ravi de répondre à d'autres questions. D'autres questions, interrogations, suggestions dans la salle? Oui. Il y a des mains qui se lèvent, merci. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question pour savoir quel va être l'impact des travaux sur la circulation des bus, puisque non seulement il y a une gare, mais il y a aussi un déterminus de lignes de bus à l'intérieur dans le quartier. Donc comment tout ça va se coordonner? Alors, très vite aussi, puisque peut-être je ne parlais pas assez fort dans le micro tout à l'heure, mais c'est une question à laquelle je pense qu'on a déjà répondu. La plupart de notre chantier se passera chez nous, ce qui est quelque chose d'assez unique par rapport à tous les autres chantiers. Donc, il y aura, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, la circulation de nos camions qui, à un moment donné, évidemment, vont se retrouver sur la route. Mais normalement, nous n'avons aucun impact sur la circulation des bus. Zéro. Vous voyez aujourd'hui le chantier de nos amis d'Altarea, celui de l'ancien immeuble de la CNP. Il y a une zone de chantier qui, justement, obère un peu la voie de bus sur quelques mètres pendant quelques temps. Et moi, je ne leur jette pas la pierre. Nous n'aurons même pas ça. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, j'ai une question sur l'harmonie architecturale, parce que je n'avais pas compris que les travaux qui vont avoir lieu aussi par rapport à la tour CIT et aux centres commerciaux, tout ça allait être fait par des sociétés différentes. Est-ce qu'il y aura quand même une certaine harmonie architecturale entre la tour CIT, par exemple, et la tour Montparnasse? Et qu'en est-il? Parce que il me semble que dans le projet initial, il était question en fait que la grosse partie du centre commercial disparaisse pour avoir une allée piétonne qui va de la rue de Rennes jusqu'à la tour. Qu'en est-il à ce sujet? Voilà. Et si je peux me permettre une deuxième question, c'est l'impact écologique sur la déconstruction, puisque vous avez dit que vous allez vraiment la désosser entièrement. Qu'est-ce qui va advenir de tous ces matériaux? Est-ce que vous avez trouvé des moyens d'en réutiliser une certaine partie? Donc voilà, ce sont mes deux questions. J'ai deux réponses qui seront également brèves. Pour ce qui est de l'harmonie architecturale, je ne prétends pas détenir le sens du beau. Donc, moi, les différents projets qui ont lieu me paraissent harmonieux et beaux. Je rappelle quand même que le projet du CIT, l'architecte est Lacaton Vassal, c'est un des prix Pritzker.
Renzo Piano, que je n'ai pas besoin de présenter très longuement, est un autre Pritzker. Et les 3 cabinets d'architectes qui sont regroupés en nouvelle AOM, puisque l'ancien cabinet d'architectes de la Tour s'appelait l'AOM, sont aussi 3 cabinets qui, je pense, sont connus et ne manquent pas de goût. Alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit 3 projets différents gérés par des maîtres d'ouvrage différents, puisque sans rentrer dans toute notre tambouille interne, pour le dire ainsi, presque tous les gros investisseurs, il y a au moins 4 gros investisseurs qui sont quasiment communs à tous les volumes. Donc tout ça aura un management à peu près cohérent. Pour ce qui est de votre deuxième question, je vais vous faire la même réponse qu'à la dame qui a posé une question d'avant. Évidemment que tous ces sujets sont traités, mais ils ne sont pas, encore une fois, juste traités parce qu'on est des chic types. Ils sont traités parce qu'aujourd'hui, sur un chantier de cette nature et avec les obligations qui s'imposent à nous aujourd'hui, on est obligé de le faire. Donc, c'est notamment le réemploi des matériaux. C'est évidemment pas un sujet où on s'est réunis un jour en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? On réemploie un peu ou on réemploie pas? Évidemment qu'on le fait. Alors, dans la mesure du réalisme. Et pour ça, au risque de prendre encore 30 secondes pour vous répondre, je vais vous donner 2 exemples. Les anciens vitrages de la Tour sont en très grande quantité. Et à un moment donné, il était vraiment envisagé de les réutiliser dans leur très grande quantité. On avait du réemploi de quasiment tout. Avec un détail un peu couillon, c'est que comme on suspectait qu'il puisse y avoir de l'amiante dans les joints autour des vitrages, pour les réutiliser, il fallait avant faire une découpe laser de 1 cm tout au pourtour, virer ce petit bout qui était potentiellement amianté. L'histoire disait ça, mais finalement, ça n'est même pas le cas. Et donc, le réemploi était compliqué parce que soit vous preniez des camions pour les envoyer à 300 km, voire à 2000 km de là pour se faire lasériser, ainsi de suite, soit vous le faisiez sur place. Donc, dans le réemploi, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi la notion de bilan carbone du réemploi. C'est-à-dire que si vous réemployez votre truc en l'envoyant d'abord en Chine pour le récupérer quelques mois après, le réemploi, il prend un coup dans le museau quand même. Donc, on avait prévu de réemployer beaucoup de ce verre, et l'idée était notamment du mobilier, des plaquages sur le noyau de la tour, donc un verre vraiment réutilisé dans son état actuel. Et en fait, cette bonne idée a été véritablement malmenée par la suite, parce qu'avec ce verre qui a maintenant plus de 50 ans, qui a été soumis aux intempéries, au soleil, ainsi de suite, machin, je vous passe les détails, il ne passait plus tous les tests d'effort, de feu, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il restait franchement pas beaucoup d'usages tels qu'ils avaient été imaginés pour ce verre. Et pire encore, si on voulait quand même garder l'aspect notamment de ce verre sur le noyau de la tour et des lamelles sur certains plafonds un peu monumentaux de la tour, il fallait aller racheter un autre verre identique. Et je vous rappelle que le verre, c'est à peu près le truc qui a le plus mauvais bilan carbone du fait des températures qu'il faut pour le manufacturer. Eh bien, je ne vais pas vous décevoir parce que un jour, en rigolant, j'ai dit au pire, il faut le casser ce verre, il faut en faire quelque chose qui peut nous aider à, je sais pas moi, boucher des trous, à faire un revêtement, quelque chose. Et finalement, il y a effectivement des tests qui ont été plutôt concluants où ce verre serait concassé et on s'en servirait pour mettre du verre dans du terrazzo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est ce produit qui est très utilisé en Italie. C'est de la pierre qui est concassée et un liant. Et il y a du terrazzo avec du verre. Et donc, il y a beaucoup d'endroits dans la tour où on va faire notre propre terrazzo en utilisant beaucoup du travertin de la tour et du vitrage. Donc voilà, je voulais juste illustrer le propos. Mais toutes ces inquiétudes qui sont tout à fait légitimes et encore plus à notre époque, avec un monde qui change, il faut juste que vous ayez conscience que c'est pas comme si on pouvait s'en exonérer, quoi. Et c'est comme la serre là-haut. On aurait pu se dire qu'on remplit les conditions du PLU en faisant les tomates les plus chères de Paris qu'on aurait données à une cantine du 15e arrondissement. Mais on n'est pas là juste pour cocher les cases.
On est là pour faire des trucs vraiment bien. Du moins, on s'y efforce. On n'y arrive peut-être pas toujours, on s'y efforce. Donc évidemment que le réemploi fait partie de nos préoccupations, encore une fois, quand il n'est pas débile. Un complément d'information sur la première question, c'est très important, effectivement, cette cohérence architecturale, urbanistique de l'ensemble du site sur les 9 hectares. Avec ma collègue Claire de Commentonnerre, nous travaillons depuis ma première élection, ça remonte quand même, de maire en 2008, sur cette harmonisation des réalisations par des opérateurs privés, puisqu'encore une fois, la ville ne met pas un euro. Donc ce sont des opérateurs privés dont il faut coordonner les travaux, assurer une harmonie urbanistique, dont la tour principalement, mais pas que. Donc il y a eu, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, la création ce qu'on appelait l'atelier Montparnasse, où nous étions une bonne cinquantaine, parce que je ne compte plus les réunions que nous avons eues et les heures passées avec M. Lemos et tous les partenaires, tous les services de la ville de Paris, tous les services municipaux, les autres investisseurs, etc., les élus, de façon à justement envisager cette cohérence de l'ensemble pour un aménagement qui soit le quartier Montparnasse, j'allais dire, du XXIe siècle. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il soit profondément transformé et qu'il puisse répondre aux besoins, aux préoccupations des habitants qui ont été consultés aussi. Il y a eu des consultations ces dernières années dans différentes réunions auxquelles je me trouvais, Frédéric Lemos et d'autres. Il y a par exemple aussi la plantation de près d'1 millier d'arbres sur le site, quand même, puisque vous avez vu que je m'efforce de créer une sorte de coulée verte qui traverse le 15e en fer à cheval pour relier le parc Brassens au parc Citroën par la petite ceinture ferroviaire transformée en coulée verte, les quais qui sont réaménagés pour la promenade, et où d'ailleurs on pense à planter des arbres aussi, et sur le quai haut d'un revégétalisé. Et puis ensuite la remontée par l'enceinte des fermiers généraux, où nous avons revégétalisé à la place de parking d'ailleurs les boulevards de Vaugirard notamment, et puis aussi une végétalisation supplémentaire sur le boulevard Pasteur, végétalisation supplémentaire sur le boulevard de Vaugirard, pour arriver justement à ce pôle Montparnasse revisité, complètement rénové, avec aussi plusieurs centaines d'arbres qui sont plantés entre la rue de Rennes et la tour, la gare, avec cette allée piétonne qui partira de la rue de Rennes, non pas jusqu'à la mer, mais jusqu'à la gare ou à peu près, et qui traversera d'une certaine façon le nouveau centre commercial. Donc tout ça, oui, il y a eu des tonnes d'études, des architectes multiples qui se sont succédés pour arriver à un projet qui, j'espère, pourra voir le jour aussi autour de la tour. S'il y a encore 2 questions, parce qu'on est pris aussi par le temps. Merci. Oui, bonsoir. C'est une question de pure curiosité personnelle. Quel est le budget du chantier? Quel est le montage financier? Et les investisseurs attendent-ils un retour et à quelle échéance? Alors, elle va plus rester personnelle, votre curiosité, si je réponds devant tout le monde. Alors, premier scoop que je vais vous annoncer, encore une fois, les investisseurs ne font pas ça que pour la gloire. Mais je préciserai mon propos en vous disant qu'il y a des propriétaires historiques. En fait, la différence dans le retour pour les investisseurs ne va pas se faire sur la valeur des travaux ou sur la valeur de leurs étages après, ce d'autant plus qu'en créant le projet qui est créé, on redonne un bon équilibre entre les étages bas et les étages hauts, puisqu'ils n'auront pas les mêmes caractéristiques. Donc, la différence ne se fera pas sur le prix de sortie, ni sur le prix des travaux, probablement ni sur le financement. La différence, elle va vraiment se faire sur le prix d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, à l'époque où la tour valait très cher. Bon, comme en général, ce sont des sociétés et qu'elles ont amorti leur investissement, on est à peu près tous à armes égales. Mais donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question économique sur les retours, mais évidemment que les investisseurs qui sont pour beaucoup des propriétaires utilisateurs, encore une fois, l'Observatoire, c'est un propriétaire utilisateur, Séché Environnement, SAMSIC, le CNOA, l'Ordre des architectes qui est dans la tour. C'est ça qu'il y a de bien aussi dans cette tour, c'est que pour le coup, il y a une question que personne ne m'a posée et je pensais que je l'aurais. Est-ce que vous avez loué la tour à Google ou à Apple pour après les travaux et on va avoir la tour Apple ou la tour Google? Eh bien, vous ne me l'avez pas posé, mais je vais quand même vous donner la réponse. C'est non.
parce que c'est une tour multi-copropriétaire. Il n'y a pas de bloc de copropriété, c'est assez éparse. Et moi qui vis dans cette tour maintenant depuis 8 ans, je trouve que ce qu'elle a de génial, c'est justement d'avoir une foultitude d'entreprises qui sont déjà de belles entreprises, hein, pour pouvoir occuper un plateau, je vous le disais tout à l'heure, c'est au moins 1600 mètres carrés. Et donc ça fait une vie qui est assez sympa, et je pense que ce serait casser la vie de la tour, probablement dénaturer même son look avec la belle enseigne tout en haut de la tour, que de la louer à un gros copropriétaire. Pourquoi j'ai encore dérivé du sujet? C'est pour vous dire, et désolé si je suis long, mais vous le savez que je suis bavard, hein, c'est que beaucoup des copropriétaires n'attendent pas un retour d'investisseurs. Ils attendent un retour de propriétaire, au même titre que quand vous faites des travaux dans votre appartement, vous espérez quand même que la valeur de l'appartement après travaux soit au moins égale à ce que vous avez payé plus les travaux. Voilà pour les retours. Après, le budget des travaux, on est en pleine finalisation des marchés, des appels d'offres, ainsi de suite. Donc permettez-moi de ne pas être très détaillé, mais on est au-dessus de 500 millions d'euros, tout carrossé. Et la dernière question. Simplement savoir quelle est la surface que vous allez offrir au bureau. Alors, la surface de bureau dans la tour? Oui, dans la tour. Alors, on voit à Paris qu'il y a énormément de bureaux qui sont vides. Ouais. On a des constructions qu'on nous impose, comme la tour Triangle aussi, qui est sur une conception de 2008 qui est complètement anachronique. Donc vous allez mettre sur le marché combien de mètres carrés de bureaux? Je vois que vous avez votre avis sur le sujet déjà, donc oui, je vais essayer de me montrer poli et de ne pas trop le contredire. Quand même, je suis obligé d'écorner un tout petit peu votre propos. Paris est un marché qui tient plutôt très bien en termes de bureaux. Alors évidemment, il y a comme partout des hauts et des bas. Je vous assure que, comme je le disais tout à l'heure, je suis partout en France et en Europe. Si je n'avais que du Paris, je dormirais beaucoup mieux par les temps qui courent. Première réponse. Deuxième sujet, aujourd'hui, la tour est quasiment entièrement faite de bureaux pour 100 000 mètres. Demain, avec les épaississements dont on a parlé, elle fera pas loin de 10 000 mètres carrés de plus. Mais dans ces 10 000 mètres carrés de plus, il y a l'hôtel qui va déjà en prendre plus de 7 000. Il y a l'étage de restaurant, il y a l'observatoire, il y a le dôme là-haut, ainsi de suite. Donc, on va être à un peu moins que l'égalité par rapport au bureau, c'est-à-dire qu'on va être à un peu plus de 80 000 mètres carrés de bureaux. Étant précisé, puisque c'est une question qui m'est posée souvent par les banquiers et les commercialisateurs, comment Paris va réagir à l'arrivée de 80 000 m² sur le marché? Eh bien, en étant toujours aussi pas drôle dans mes réponses, je leur dis, mais ça n'existe pas. Il n'y aura pas 80 000 m² sur le marché pour deux raisons. La première, il y a énormément de choses qui vont se louer avant, parce que croyez-moi, et je répondrai à monsieur Kitoutou, qui sait ce que c'est que le marketing, si on n'a pas loué une bonne partie de la tour avant la livraison, c'est quand même qu'on s'y est pris comme des manches. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont propriétaires et utilisateurs. Ils partent pour revenir. Et ils nous disent d'ailleurs, fais-moi partir le dernier, fais-moi revenir le premier. Donc la tour, lorsqu'elle sera livrée, ne va pas créer une espèce d'offre abondante qui va faire table rase du marché ou je ne sais quoi. J'ai vraiment le sentiment que ce sera plutôt comme quand Alpine a mis son premier modèle sur le marché, ils les ont mis sur Internet en 2 heures, il n'y en avait plus. Donc j'espère que ça se passera comme ça. Et encore une fois, la vraie mise sur le marché va représenter moins de 50 000 m², ce qui pour le marché parisien n'est rien du tout. Et surtout, pour le marché parisien au pied de la tour Montparnasse avec des bureaux de la qualité de ceux que nous espérons offrir, sera encore moins un sujet. Bon, après, à la vue, je vous le dis, elle me surprend encore tous les jours. Bien. Encore quelques questions dans le public? On a encore 5 bonnes minutes. Madame. Bonsoir, monsieur. Moi, je revenais un petit peu sur les premières questions. En concret, quelle sera exactement la protection de votre chantier? Alors, je sais bien, on va arriver au béton, donc automatiquement, il y a des morceaux qui vont partir. Il est certain que ça ne risque pas de tomber uniquement
sur l'emprise que vous avez autour, ça peut voler beaucoup plus loin. Alors sur cette hauteur de chantier, je ne sais pas ce qu'on peut faire comme protection. J'ai bien compris que vous ne mettiez pas de bâche. Moi, ce n'est pas pour l'image. Hein. C'est pour la protection de la poussière et la protection de ce qui peut voler. Non, je pense vraiment qu'il faut tout de suite retrouver beaucoup de calme sur la nature du chantier. On ne va pas attaquer la tour à la grue avec des morceaux qui vont tomber. Et même si ça avait été comme ça, je répète qu'on est sur un terrain de près d'1 hectare. Donc pour qu'une fenêtre vole en dehors d'1 hectare, il faut quand même lui donner de l'élan. Mais le mode constructif de la tour est d'ailleurs celui qu'on voit dans beaucoup de tours dans le monde et que d'une certaine manière on voit dans le mode constructif de la tour triangle. On a des systèmes d'échafaudage qui couvrent jusqu'à 3 étages où en fait quand l'échafaudage monte, la partie haute démonte la fenêtre de l'étage en question. Quand vous ripez l'échafaudage d'un étage de plus, vous avez les travaux intérieurs, ainsi de suite. Et quand vous le remontez encore, vous avez la nouvelle façade qui est posée. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un chantier qui va être à tout vent pendant 4 ans. C'est l'échafaudage qui fait la protection. On a l'échafaudage qui fait la protection avec en dessous et en dessous, en dessus et en dessous, soit l'ancienne, soit la nouvelle façade. Donc véritablement, j'imagine... Enfin, un chantier de 100 000 m² n'est pas 100 fois un chantier de 1000 m². Voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse vous apporter. Et on est sur un immeuble de grande hauteur. Vous imaginez bien quelles devront être les protections physiques pour les ouvriers. On n'est pas à l'abri d'avoir un drame. D'ailleurs, je touche du bois, ce serait presque surprenant qu'on arrive à en avoir aucun, compte tenu des statistiques. Voilà. Donc, on fait tout ce qu'il faut. Et encore une fois, pendant le chantier, je n'ai pas prévu d'aller m'expatrier au Brésil, donc je serai toujours là. Non, je me pour répondre à vos permettais de questions. dire ça parce que rue Armand-Moisan, il y a eu les gros travaux de la chambre de commerce et à un moment donné, bon, il n'y avait pas de protection, il y a des fenêtres et des choses qui ont volé jusque dans les immeubles en face de l'autre côté de la rue. La mairie avait été prévenue d'ailleurs, hein, et les voitures abîmées. Madame au premier rang qui avait le micro. Oui, bonjour. À l'instar de ce qui a été dit sur les bureaux, il va y avoir donc un nouveau centre commercial. On vient d'avoir le centre Gaîté qui a été entièrement refait. Je ne sais pas trop comment il fonctionne, mais enfin bon. La gare Montparnasse est devenue un centre commercial. Donc dans cet espace, on va avoir 3 énormes centres commerciaux. Non ? Enfin, c'est pas un centre commercial que vous allez... Non, et ma question est, au-delà de ça, on va rue de Rennes, et on voit très bien qu'il y a quand même un grand nombre de commerces qui ont toutes les peines du monde à survivre, et un certain nombre de locaux qui sont fermés. Donc, c'était juste une interrogation sur la capacité à faire vivre tous ces centres commerciaux. Alors, dans la limite que j'ai abordée tout à l'heure sur le devenir du centre commercial, et notamment la nature du projet, dont on a un peu de mal à vraiment l'entériner. Ce qui va se passer au centre commercial de la Tour Montparnasse, pardon, c'est pas pour vous contredire, mais c'est rigoureusement l'inverse de ce que vous venez de décrire, et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un centre commercial qui est sur 2 étages. Rez-de-chaussée, premier. Et comme il est sur 2 étages, tout est couvert, et je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer mon propos. Les seuls couloirs au sol, projection au sol, donc vous multipliez par 2, du centre commercial de Montparnasse, c'est 4000 m², donc x2, 8000. Si vous ouvrez ces couloirs, si vous les rendez aériens, c'est le projet de faire une vie intérieure, bah vous avez, comme qui dirait, la commercialité du premier étage qui est tout de suite un chouï moins bien. Parce qu'en fait, les commerces en étage, sauf les mégastores ou les choses comme ça ne marche pas. Et en l'occurrence, la diffusion de la copropriété du centre commercial aujourd'hui, à part le CEA, ce ne sont pas des mégastores. Vous voyez, même le Habitat, l'ancien Habitat, il a... modestement 250 m² au rez-de-chaussée et il a 1000 m² au sous-sol. Donc, le projet du centre commercial tel qu'on essaie de l'entériner avec la ville, les élus, la direction de l'urbanisme, ainsi de suite aujourd'hui, consiste à ce que les surfaces commerciales soient divisées par 2, déjà par un effet tout bête. Tout ce qui est premier étage, c'est rangé dans les bureaux, c'est plus en commerce. Donc, en fait, je vais vous servir un discours qui pourrait presque vous donner l'impression que je veux faire de la politique, mais je ne souhaite pas faire de la politique. Au contraire, les commerces qui seront dans
le futur centre commercial qui, comme je le disais, ne sera plus un centre commercial, ce seront tout simplement des commerces de pied d'immeuble, puisqu'on aura des immeubles en couronne qui ne se toucheront donc même pas, puisqu'il y aura les traversées, et il y aura quelques commerces en bas de ces immeubles. Ça ne sera plus un centre commercial. Une dernière question, madame au premier rang, parce que vous levez la main depuis longtemps. Attendez, un micro arrive. Je voulais parler des piétons. Est-ce que le passage des piétons sera respecté? Et est-ce qu'il est question de collaboration avec les services de la ville pour éviter que ce quartier devienne un urinoir systématique, pour ne pas dire seulement urinoir? C'est devenu terrible de passer, enfin pour les voyageurs, les piétons, les gens comme moi qui traversent régulièrement de la rue de l'Arrivée à la rue du Départ. Vous avez raison, madame. Là, on s'éloigne du sujet Tour Montparnasse, mais vous avez entièrement raison sur l'état lamentable du boulevard de Vaugirard et à proximité de la gare. Une autre question. Bonsoir, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas assisté à toute la présentation. Ce n'est pas une question négligeable. D'ailleurs, je me suis opposé, enfin, j'ai critiqué la direction de la gare Montparnasse qui fait maintenant payer les toilettes à l'intérieur de la gare. Donc pourquoi les gens urinent partout? Parce que les toilettes à l'intérieur de la gare sont payantes. Donc c'est un scandale absolu. Donc nous sommes en contentieux, entre guillemets, si je peux dire, avec la chef de la gare par rapport à cette problématique. Parce qu'il y a quelques salisettes, mais ça ne suffit pas. Et puis les bistrots, du coup, en ont marre de voir les gens venir aussi. Donc les refusent, c'est très compliqué. Et quand je dis 80 millions de voyageurs, ça fait beaucoup de monde, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Mais le problème aussi, c'est que la gare ouvre ses toilettes au public, comme ça doit être fait dans n'importe quel équipement, et non pas qu'il soit payant. Alors on est en discussion là-dessus avec la... Ils vont se soulager dans les cours propriétaires. Une question dernière rang, monsieur. Oui. Bonsoir, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas assisté à toute la présentation. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais savoir s'il y a un espace culturel. C'est-à-dire que vous avez des institutions qui ont donc des activités culturelles, peut-être des fondations, des mécénats. Il y avait notamment, puisque je travaillais avec eux, l'UIA, l'Union internationale des architectes. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un espace qui est prévu pour ces institutions pour demain avoir des actions culturelles auprès du public? Je vous remercie. Je vous en prie. Il y a toujours le CNOA dans la tour. Ils sont au 50e étage, c'est le Centre national de l'ordre des architectes. Je rappelle aussi que la tour a accueilli le Salon du livre du 15e arrondissement pendant un paquet d'années. Je pense que vous avez le lieu culturel qui est un lieu culturel par destination comme un musée, et vous avez le lieu culturel qui est le lieu culturel par l'usage qu'on lui donne un instant avec des expos, avec des vernissages, ainsi de suite. Premier propos. Deuxième propos, la surface de la tour Montparnasse est possédée par des propriétaires privés. Ces propriétaires sont réunis en syndicat des copropriétaires, et comme dans toutes les copropriétés d'appartements, tout ce que vous voulez. Et nous avons aussi des lots de copropriétés qui, grâce au travail qu'on a fait de remembrement, aujourd'hui n'appartiennent pas à un copropriétaire, mais appartiennent à la copropriété. Donc effectivement, si vous dites que vous n'étiez pas là au début de la présentation, je vous préciserai juste que parmi les futurs usages de la tour, il y a un hôtel, vous n'y verrez sans doute pas grand-chose de culturel, sauf à ce qu'on y fasse des vernissages ou je ne sais quoi d'autre, mais il y a un bel auditorium en bas. La culture, c'est aussi de la musique, c'est aussi tout un tas d'événements, ainsi de suite. Et à côté de ça, les copropriétaires peuvent, eux, accueillir un certain nombre d'événements culturels. Moi, je sais que j'ai prêté des étages vides de la tour à un nombre incalculable de fois à des amis qui voulaient faire une expo, un vernissage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le livre d'Albin Michel sur Montparnasse, c'est nous qui l'avons financé. Ramsès ? Alors, Ramsès, c'est différent, c'est dans le centre commercial. Donc, j'essaye toujours de vraiment appliquer mon propos à la tour. Donc, si la question est-ce que dans l'immeuble de la tour, il y aura un espace culturel
autre que le CNOA, dans ce que le CNOA a de culture du type un musée, un conservatoire de musique ou quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, en pure destination, non, mais derrière, un copropriétaire peut le créer. Et encore une fois, je répète que cet auditorium se prêtera particulièrement à tout un tas d'événements culturels. Et par contre, pour terminer de répondre à ma question, comme d'habitude, à votre question, je suis un petit peu long. Dans la programmation du centre commercial, là, il y a un vrai espace culturel, un immeuble destiné à la culture. Donc là, savoir s'il existera un jour ou pas, c'est poser la même question que de savoir si le projet du centre commercial existera ou pas. On y travaille d'arrache-pied avec tout le monde, mais je ne sais pas donner de planning sur celui-là. Mais là, c'est largement prévu. Et d'ailleurs, les maires du 15e et du 6e arrondissement nous ont même tordu le bras, arraché l'épaule et je ne sais quoi d'autre, pour que dans les immeubles côté boulevard du Montparnasse, on installe une école de musique. Parfait, merci. Écoutez, il est 21h, donc nous tenons les délais. Je crois que nous avons eu... C'est rare de voir... Non, c'est rare. Et je crois que nous avons eu raison d'être patients, de reporter à 2 reprises cet ordre du jour que nous souhaitions vraiment absolument. Mais au moins ce soir, il a été complet et riche. Je veux juste, une nouvelle fois, bien sûr, vous remercier. Bien sûr, quand il y aura le début des chantiers en fin d'année, d'avoir une communication pour l'ensemble des habitants, soit via la mairie, qu'on pourra transmettre parce que c'est toujours important. Je tiens à m'excuser auprès de Sophie Milkovic, qui est venue ce soir. Non, ce n'était pas prévu à l'ordre du jour, mais c'est promis, prochaine séance. Du reste, vous étiez venu à notre précédent conseil de quartier pour présenter le centre social du futur centre social et culturel du 133 Falguière. Absolument. Donc, c'est très gentil à vous de rester encore un petit peu si on a des questions. Et nous prendrons le temps dans une prochaine séance que vous reveniez et afin de présenter vraiment ce lancement que vous nous aviez déjà proposé. 2 secondes, Zelda, s'il te plaît. Oui, j'ai juste une annonce pour rebondir sur la culture. Nous travaillons donc en tant que EVS Neckar-Falguière depuis 1 an avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et le vendredi 13 juin à 19h, nous organisons un concert en plein air au Jardin d'Alpera, ou Square Mayol, Jardin Mayol comme vous le voulez, qui est un concert d'une durée d'1 heure avec le soutien donc de la mairie. Et qui sera suivi donc d'une contribution conviviale préparée par les mamans. Merci. Donc, juste avant de lever la séance... Le concert est gratuit, oui. Ah, ça c'est bien, une bonne chose. Et donc, je vous rappelle... Pareil, tout est gratuit. C'est merveilleux. Avec nous, vous le savez. Merci beaucoup. Je vous rappelle. Il y avait l'affiche, si on pouvait la montrer. Oui, à la table, il y a des petits flyers qui sont disponibles. Donc je vous rappelle, le 25 juin, notre fête de quartier. Le mercredi 25 juin, 15h-18h, à la sortie du métro ligne 6. Je remercie les agents de mairie, je remercie tous les présents et je lève la séance. Merci à tous.